rêve de partir à l'aventure, loin du confort qui endort. Doucement sa conscience lui murmure: il est temps d'apporter un changement radical à mon mode de vie occidental. Il est temps de faire violence à mon âme pour guérir le mal. Oh, je suis né pour tuer le bourgeois, tuer le bourgeois. Bonsoir à tous. Ce soir, on accueille Eugène Crampon pour le Cercle Édouard Drummond. Et il va nous parler de son expérience comme journaliste et comme militant à la radio Méridien Zéro et puis à la revue Réfléchir et Agir. Merci Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je suis vachement content de venir ici ce soir. Pour moi, la permanence de la rue Caillot, c'est un endroit mythique. Et je crois que, bien qu'il ne soit plus là, l'âme de Pierre Sidos, c'est toujours parmi nous. Pour ceux qui l'ont connu, je pense que vous savez de quoi je parle. Je suis toujours enchanté de parler devant des vrais camarades nationalistes, radicaux, intransigeants. Par les temps qui courent, il y a au moins des gens qui maintiennent la ligne droite, ça fait plaisir. Il y a tellement d'errements idéologiques en ce moment dans notre mouvance que ça fait du bien de voir des gens qui suivent une ligne, une rectitude. J'aime pas peut-être pas une ligne droite, mais une ligne radicale et qui me convient. Alors, pour relever toute ambiguïté, contrairement à ce qu'a dit Adrien, je ne suis pas un journaliste. Je sais pas mon métier, j'en vis pas, j'ai pas fait d'école de journaliste, je suis juste un militant qui a pris la plume ou le micro, ce qui n'est pas exactement la même chose. J'ai commencé à militer, j'ai 52 ans, j'ai commencé à militer, je devais avoir une quinzaine d'années, j'ai fait un long parcours au Front National à l'époque, j'ai été responsable du FNJ, j'ai été candidat à toutes les élections, même les sénatoriales, j'étais peut-être déjà un vieux con avant l'heure. Il n'y a que les présidentielles où j'ai pas été candidat parce que la place était déjà prise. Et c'est dans le cadre du FNJ que j'ai commencé à écrire. À l'époque, comme dans toutes les sections, on faisait des petits journaux, dans toutes les fédérations, on faisait des petits journaux. Donc j'avais lancé un petit fanzine, comme on appelait ça à l'époque, qui s'appelait L'Assaut. Donc je me suis fait la main sur ces premiers articles-là. Puis j'ai écrit dans un canard qui s'appelait Offensive. Après, c'était le journal des étudiants nationalistes de Paris. J'ai écrit dans Térépop. Et puis j'ai appris les premières techniques de journalisme à Rivarol. J'ai écrit quelques articles du temps de Camille Gallic, et je peux vous dire que Camille Gallic, comme enseignante, comme prof, on va dire ça comme ça, c'était quelqu'un qui était très dur, mais remarquable. Camille Gallic, quand elle vous disait fais-moi un article sur tel sujet, je le veux telle heure, tel jour, sous tel format, on rigolait pas dans les moustaches de Camille Gallic. D'accord, c'était quelqu'un de très professionnel. Elle pouvait vous téléphoner 3-4 fois dans la journée pour vous dire ton article, refais-le, recompose-le dans telle partie, c'est pas bon, on recommence, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Non, mon ego en prenait des coups, j'en prenais plein la gueule, mais c'est comme ça qu'on apprend à travailler. Comme le disait mon adjudant à l'armée, le coup de pied au cul, c'est l'électrochoc du pauvre. C'était comme ça chez Rivarol, on apprenait à travailler comme ça. Donc voilà comment j'ai commencé tout doucement dans le journalisme militant. J'en ai pas fait d'autres, d'ailleurs, je ne souhaite pas en faire d'autres, d'ailleurs, c'est pas mon métier, et puis je vois pas ce que je ferais dans la presse du système. Je voudrais tout d'abord vous faire toucher un paradoxe. On a quand même une mouvance, alors, je ne sais pas comment l'appeler, la mouvance nationale, je dirais pas nationaliste, je dirais nationale. A priori, dans les sondages, on ferait à peu près 30-35%. Encore à l'heure actuelle, si on additionne les sondages pour Marine Le Pen, M. Zemmour, voilà. En gros, on ferait 30-35%. Et malgré un score comme ça, malgré une mouvance qui est quand même pas nulle, hein, c'est plusieurs millions de personnes, notre presse est moribonde. Elle l'a toujours quasiment été, hein, comme disait Drummond. Hein, le nationalisme, c'est une terre d'infortune. Elle l'a toujours été, même du temps du Front National, du temps de sa splendeur, quand il y avait encore un vrai leader et qu'il y avait du fric. On n'a jamais été foutu, Jean-Marie Le Pen n'a jamais pris le temps, s'est jamais intéressé pour lancer un journal. D'accord ? Donc notre presse aujourd'hui, elle est moribonde. Je parle de la presse qui est en kiosque. Je ne parle pas de la petite presse qui reste dans les catacombes, qui est de bonne qualité, hein, de journaux. Je parle à des trucs comme la lettre de Ratier, des gens comme ça, voilà, qui font un travail remarquable. Je pense à la revue Térépop, enfin, peu importe, il y en a plein d'autres qui font des journaux qui sont remarquables, des supports de presse qui sont remarquables. Mais pour la presse qui paraît en kiosque, on a quand même du mal.
il faut quand même le dire, malgré un potentiel énorme. Il faut savoir que la presse alternative en France, que ce soit sur Internet ou que ce soit la presse écrite, on ne touche pas 5% de la population française. Pas 5% de la population française. Vous voyez qu'il y a encore une marge de progression énorme et que c'est un combat à mener, qu'il ne faut pas lâcher. Alors pourquoi cette presse, malgré les millions de gens potentiels qui sont là, pourquoi cette presse, elle est en grande difficulté? J'y vois trois choses. D'abord, c'est des constats qu'on a fait à plusieurs. Tout d'abord, il y a une dépolitisation globale de la population française. C'est pas parce que les gens votent pour le Front National, enfin le Rassemblement National, ou qui voteront peut-être demain pour Zemmour ou pour d'autres, que ce sont des gens qui sont nationalistes. Hein, ils votent, ils sont un peu patriotes, ou ils votent par ras-le-bol, mais c'est pas des gens qui ont la flamme, ils n'ont pas le feu sacré. Voilà, c'est des électeurs, d'accord? C'est des Le Pen, hier c'était des Le Penistes, mais ce n'était pas des nationalistes, quoi. Ils n'ont pas la flamme, ils n'ont pas le feu, quoi. D'accord? Donc ils sont globalement dépolitisés, les nôtres, comme à l'image de la population française. Il ne faut pas croire que c'est des gens qui sont plus motivés que ça. Relisez les bouquins de Marcel Gauchet, hein, ça fait des années qu'il parle de ce sujet, la dépolitisation. Et on voit bien en ce moment, enfin, vous suivez comme moi l'actualité, vous voyez ça en ce moment avec la crise Covid, on voit bien en ce moment, il y a une espèce, même chez nous, hein, une espèce d'hypnose de masse qui fait qu'aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est même pas une tyrannie avec des bottes, quoi. Ce qui nous fout dedans, c'est la tyrannie, ce qu'on appelle plutôt le silence des pantoufles. Pas de réaction, quoi. On est en train de rogner nos libertés. Normalement, un peuple sain devrait se lever. Eh ben non. Aujourd'hui, les gens se replient. Le système leur a demandé de le faire, mais ça fait depuis des années. Les gens se replient sur leur sphère individuelle, leur sphère privée. On leur dit, grosso merdo, travailler, consommer, laisser faire les spécialistes. Nous, on sait faire, d'accord ? Et voilà, c'est pour ça que les gens sont individuels, ils sont plus capables de porter un projet commun, il n'y a plus d'engagement, tous les partis politiques sont en crise. Moi j'ai connu un Front National où on collait 3 fois par semaine, on distribuait des tracts le dimanche, on faisait les boîtes aux lettres. Aujourd'hui ils payent des entreprises. Les syndicats c'est pareil, malgré le pognon qu'on leur donne, il n'y a pas beaucoup de militants, quoi. Des militants actifs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a dans quelques sections, dans quelques fédérations, mais il y a une crise qui touche toutes les mouvances. Et puis évidemment, et c'est là où il ne faut pas se tromper, je vois le portrait de Charles Maurras, je ne suis pas du tout d'accord avec lui maintenant sur cette notion de pays légal, pays réel. Le pays réel, il n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est une mascarade. C'était peut-être vrai dans les années 30, ça n'existe plus. Vous allez à la campagne, moi j'ai de la famille en province, et ça ne les intéresse pas plus la politique que les Parisiens, quoi. Ce qui les intéresse, c'est la bagnole, la télé, le tiercé, les congés payés, le foot. Terminé, quoi. Voilà. Donc de temps en temps, il y a des petits sursauts parce qu'on touche à leur porte-monnaie. C'était la grande révolte, entre guillemets, des Gilets jaunes. Voilà. Mais pour que ça aille plus loin, globalement, les gens sont dépolitisés. Ce qui est un paradoxe, hein, dans une démocratie. Dans une démocratie, tout le monde devrait se sentir concerné puisqu'on vous dit que vous êtes souverain avec votre bulletin de vote. Mais bon, les gens se replient sur eux-mêmes. Donc c'est le premier phénomène, hein, qui nous met dans la dépolitisation globale, le fait que les gens s'intéressent plus au bien public. La deuxième chose, évidemment, c'est le chute du niveau de la lecture. Ça, l'éducation nationale, on arrive au bout d'un cycle. La méthode globale d'apprentissage de la lecture, discuter avec n'importe quel prof, vous voyez quasiment 30-35% des gamins aujourd'hui qui arrivent en 6e, qui savent à peine lire, qui savent à peine décrypter. De la méthode globale, vous voyez ce que c'est. Si vous avez des enfants, vous regardez un peu les livres de lecture, eh bien, on apprend à lire de façon phonétique, mais on ne sait pas assembler des mots, et on ne sait pas assembler des sons. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, les gens, finalement, prennent l'habitude de ne plus avoir plaisir à la lecture. Et ça, on le paye très cher aussi, quoi. Et puis, le troisième point, évidemment, c'est la révolution Internet. Alors, attention, je ne dis pas que pour des nationalistes, il ne faut pas être sur Internet. Bien sûr qu'il faut être. Toutes les fenêtres de tir, il faut qu'on y soit. Mais on ne lit pas sur Internet, on consomme un article. Discuter avec un médecin, j'ai discuté avec des médecins qui me disaient, sur Internet, c'est pas du tout la même façon de lire. Un journal, il y a un support écrit, il y a une âme, il y a une couleur, il y a une odeur, on y revient. Il y a une lecture qui vous intellectualise quand on lit un journal. Dans une lecture sur Internet, on consomme l'article, ça va vite, on ne peut pas lire des pages, on ne peut pas lire des traités, on ne peut pas lire des pages entières sur Internet. Et c'est pareil pour le secteur de l'édition, hein. Si vous allez, d'abord aujourd'hui, quelqu'un qui vend un bouquin à 1000 exemplaires, vous avez fait le tour de la question. Regardez, c'est pas un hasard si vous allez chez des jeunes militants. Moi, des fois, je vais chez des jeunes militants. Je ne suis pas curieux de nature, mais il y a qu'un truc qui me rend curieux, j'aime bien regarder ce qu'il y a dans la bibliothèque des militants. Mais je vais chez des gens, des fois, il n'y a pas 10 bouquins politiques dans la bibliothèque, et sur les 10 bouquins, il y en a 4 ou 5 essentiels, et tout le reste, c'est du tout venant, c'est pas intéressant, c'est pas des bouquins essentiels, quoi. Et c'est un drame.
Ça aussi, c'est un drame. Et puis évidemment, on est dans un monde qui n'est pas propice non plus à la lecture. Pourquoi? Parce que quand on lit, on a besoin d'être au calme, on a besoin d'être tranquille, de se poser, de réfléchir, etc. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde de vacarme permanent, on est toujours attiré par les écrans, la radio, le téléphone, enfin, on est sollicité par tout ça, on n'est plus dans une ambiance propice pour réfléchir, pour se poser, etc. Le monde aujourd'hui va vite, vous voyez même, vous allez au restaurant, vous ne pouvez plus bouffer tranquille, il y a toujours un écran avec BFM TV, la chaîne de sport, etc. Vous voyez, c'est compliqué, quoi. On vit dans un monde comme ça, qui n'est pas fait pour la lecture. Et donc, on le paye très cher. Ça ne veut pas dire que notre presse, elle est super, je ne dis pas qu'on ne fait pas des erreurs, mais quand je regarde les autres supports de presse, notamment la grande presse du système, je pense qu'on arrive maintenant à faire des maquettes qui sont pas nazes, on dit des choses qui peuvent être intéressantes et qui pourraient parler à des gens, et puis surtout, on n'est pas des sacs à pub. Quand vous achetez un quotidien, enfin, vous achetez un mensuel aujourd'hui, que ce soit le Figaro Magazine, l'Express, l'Obs, etc., putain, il y a une page, il y a des pubs toutes les 3-4 pages, c'est des sacs à pub, quoi. D'ailleurs, ils vivent que de ça. Quand vous pensez que le Figaro Magazine, 80% de ses recettes, c'est la publicité. Allez, donc, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On pense, bon, on fait des journaux qui sont ce qu'ils sont, on n'a pas des moyens extraordinaires, mais je pense qu'on arrive à se professionnaliser et faire des choses de qualité, mais on a du mal à intéresser les gens. Alors évidemment, moi, j'appartiens à une génération qui a vu disparaître un certain nombre de titres. Et il faut savoir que la disparition d'un titre de presse, pour tout le monde, c'est un drame. Il ne faut pas croire que moi, en tant que dirigeant de journal, quand je vois un journal qui n'est pas de la même option que moi, qui fait partie de la mouvance nationale, qui disparaît, je m'en frotte pas les mains. Parce que je sais très bien, et ça c'est faux de croire, je ne vais jamais récupérer leur lectorat et je ne vais pas récupérer leurs abonnés non plus. Ça c'est une légende, c'est à la marge. C'est à la marge. C'est un drame. À chaque fois qu'il y a un journal qui s'éteint dans notre mouvance, c'est un drame. Moi, en quelques années, enfin, en quasiment 35 ans de militantisme, un peu plus maintenant, j'ai vu disparaître National Hebdo. National Hebdo, bon, dedans il y avait quand même des plumes comme Roland Gaucher, il y avait François Brignot, il y avait Martin Pelletier, Exit. J'ai vu disparaître Minute. Minute, c'était le journal qui était né historiquement au moment des grands combats pour l'Algérie française. Terminé. J'ai vu disparaître Le Soleil, de Pierre Sidos. Tout le monde a appris à lire dans Le Soleil, dans notre mouvance. J'ai vu disparaître Troisième Voie, le journal de Jean-Gilles Maniarakis. J'ai vu disparaître Aspect de la France, le journal historique de l'AF. J'ai vu disparaître Le Choc du Mois, le meilleur mensuel nationaliste qu'on ait eu dans les années 80-90. Tout le monde achetait Le Choc du Mois, tous les nationalistes achetaient Le Choc du Mois. C'était un mensuel extraordinaire. J'en reparlerai tout à l'heure parce que ça nous a servi de modèle. Plus de Choc du Mois. J'ai vu disparaître un journal, un quotidien qui s'appelait Le Français. Après, juste avant la scission avec Bruno Maigret, il avait lancé un quotidien qui s'appelait Le Français, qui a duré 1 an et demi, dans lequel il y avait des articles de fond. Ça a duré 1 an et demi, terminé. J'ai vu disparaître Flash, le journal de Philippe Gauthier, dans lequel pigeait Soral à l'époque. Il y avait des articles intéressants, etc. Terminé. La nouvelle revue d'histoire de Vénère. Bon, c'était pas de la politique pure, mais dedans, il y avait quand même un fil, une interprétation de l'histoire qui était intéressante pour nos idées. Terminé. J'en oublie d'autres. Hein. Bon, vous voyez que c'est un drame. Hein, c'est pas réjouissant. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la presse nationaliste en kiosque? Aller faire un tour dans un relais H, dans un aéroport ou dans une gare ou n'importe où. D'ailleurs, ça c'est un truc intéressant qu'il faut faire. Quand vous voyez qu'on est mal situé, qu'on n'est pas visible, le premier boulot à faire, c'est de les foutre devant sur une pile de Paris Match, un programme télé, etc. Ça c'est du boulot de premier niveau, mais ça, il ne faut pas s'abstenir de le faire. Ça, faites-le, hein, ça vaut... Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il nous reste en kiosque un quotidien, présent. Il nous reste un hebdomadaire, Rivarol, de l'ami Bourbon. Hein, Jérôme, je l'ai connu, il devait avoir 17 ans, dans une unité du FNJ chez Popeye. Voilà, il se débène au milieu des procès, des emmerdements. Il reste un trimestriel, Réfléchir et Agir. Et puis c'est tout. Il reste un peu à la marge. Bon, Éléments, mais Éléments, il y a des choses intéressantes. Et puis d'autres, ils abordent jamais les sujets qui fâchent. Et puis je ne veux pas citer ni Valeurs Actuelles, Causeur ou l'Incorrect, parce que là on n'est plus dans la mouvance nationale, on est plutôt dans le droitard sionard, quoi. Donc là ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc vous voyez un petit peu la décrépitude. C'est quand même inquiétant. Alors, faire un journal encore en 2021, est-ce que ça a une utilité? Pour moi la réponse est oui. Internet c'est pas suffisant. Pas suffisant Internet. Tous les créneaux, il faut les utiliser. Tous. D'abord, pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès justement aux grands médias. On ne passe pas à la télé, on ne passe pas dans les grandes radios. Même certaines radios amies ne nous invitent jamais parce qu'on sent le fagot. C'est sûr que quand on a des références comme Lucien Robatet ou autres, etc., forcément, on sent un peu le feu, quoi. Hein.
Mais un journal aujourd'hui c'est utile. D'abord pour diffuser nos idées, c'est le b.a.-ba. Chacun, le travail d'un militant c'est quoi? Le travail d'un militant évidemment c'est le collage d'affiches, les autocollants, distribuer des tracts sur un marché, faire du boitage. Mais chacun d'entre vous doit être un centre de diffusion. Hein. Chacun doit se sentir concerné. Hein. Le militantisme, ça ne se consomme pas. Quoi. Hein, si vous pensez qu'un journal supporte vos idées, supporte votre projet de société, bah, il faut l'aider à se diffuser, il faut le faire connaître, il faut le faire circuler, etc. Hein, achetez-le, abonnez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de pognon, eh ben, filez-lui. Enfin, démerdez-vous, mais il faut que vous soyez chacun un centre de diffusion. Ça, c'est hyper important. On ne peut compter que sur vous, d'ailleurs. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, la diffusion des idées. Deuxièmement, ce qui est important aussi, évidemment, faire une analyse d'un journal, il vous fait toujours une analyse au tamis de la grille nationaliste. Il ne faut pas croire que les gens sont capables d'interpréter l'actualité et de la passer au tamis de notre idéologie. La plupart, ils n'en sont pas capables. Si vous ne leur mettez pas sur la table, ils n'analyseront pas. C'est toujours BFM TV, LCI ou TF1 qui auront raison. Donc si vous n'êtes pas là pour réinterpréter les faits, pour dire vraiment la vérité, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ça évite évidemment les errements idéologiques, on voit ça en ce moment, et puis surtout, quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, la formation idéologique. Alors ça, c'est un truc, la formation idéologique, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Pourquoi? Moi je fais partie quand j'étais au FNJ, je peux dire que j'ai vu passer des centaines de jeunes. Des centaines de jeunes. Or, à l'époque, on n'a pas su les intéresser. Pourquoi? Parce que le Front National, quand on y était, quand on joue la carte d'un parti qui joue les élections, on est toujours en campagne. C'est les municipales, c'est les cantonales, c'est les régionales, c'est les législatives, c'est les européennes, c'est les sénatoriales, c'est les présidentielles. Il y a une partielle quelque part, on va donner un coup de main. Et on ne prend jamais le temps de former des militants. Et ça, on le paye très cher. Si un militant qui n'a pas la foi, qui n'a pas le feu sacré, j'aime bien cette expression, qui n'a pas le feu, vous pouvez être sûr qu'aux premiers emmerdements, vous ne le verrez plus jamais. J'en ai vu passer. Hein. Les mecs, ils subissent la pression des parents, terminé. Ils subissent la pression à l'école, c'est fini. Ils rencontrent une nana, c'est fini. Pire, ils vont en garde à vue, ils prennent 24 ou 48 heures. Si le mec, il n'a pas la foi, vous ne le reverrez plus jamais. Quoi. Donc, passez du temps, consacrez du temps. Alors, un journal, c'est fait aussi pour ça, mais ici, on est dans une maison où je sais qu'il y a eu beaucoup de travail fait pour la formation des militants. Passez du temps à ça. Je sais qu'il y a plein de mouvements maintenant qui se consacrent à ça. Consacrer des soirées à des cercles de lecture, à des formations sur un sujet, apprenez à réfléchir sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, hein. On ne parle pas que de l'identité, il faut parler de tout. Hein, quand on est un militant nationaliste, il faut être capable d'aborder tous les sujets. D'accord ? Il faut au moins les appréhender. Passez du temps à faire de la formation, ce n'est pas du temps perdu. Quand vous aurez fait tout ce boulot-là, vous verrez que il y aura des fidélités qui se seront créées. Et ça, c'est important, ce n'est pas du temps perdu. La formation idéologique, donc un journal, c'est fait aussi pour ça. Mais malgré tout, faire un journal, c'est aussi un sacré boulot. C'est une abnégation, je peux vous le dire. J'admire. Sur le fait, par exemple, je sais que Maurras, tous les matins, il a pondu un éditorial qui faisait trembler la Troisième République. Mais faire un éditorial tous les jours, c'est un apostolat. Je discutais une fois avec Jean-Marie Le Pen, il me disait, Brignot, quand il travaillait à Minute ou les premiers Rivarol, il sortait quasiment tous les soirs avec Blondin, etc. Il prenait des cuites, les bouteilles de whisky de blanc, ça défilait. Il rentrait dans des états pas possibles. Mais à 6 h du matin, l'article il était sur la table et à 8 h, il était au marbre. Hein, c'est des mecs, voilà, il faut pouvoir le faire, quoi. Mais tous les jours, voilà, ça bosse. C'est ça, hein, faire un journal. Hein. C'est évidemment des contraintes. C'est sûr qu'il y a des moments, quand vous devez rendre un journal, Bourbon, par exemple, il a à Rivarol, Jérôme, lui, il doit rendre son journal toutes les semaines, il ne le rend pas quand ça le chante. Quoi. Tous les lundis soirs, le truc, il doit être bouclé. Quoi. C'est ça, hein, donc c'est du boulot, ça se fait pas comme ça. Hein. Il y a des soirs, à REA, moi c'est pareil, nous on sort de manière trimestrielle, les messageries qui nous diffusent en kiosque, elles nous disent, voilà, il nous faut dernier carat, il faut que le journal il soit là, tel jour, telle heure. Ici, par exemple, le 1er décembre, il faut que le journal il soit là. Et ben moi, il faut que j'anticipe que j'ai récupéré tous les articles le 30 octobre, que le maquettiste, je m'assure qu'il ait fait le boulot pendant tout le mois de novembre. Mais le 1er décembre, si les MLP, ils n'ont pas le journal, on est viré des kiosques. On doit mettre 4 numéros par an. Et on a déjà eu du mal hein, à se faire accepter par les MLP. Malgré qu'on soit un journal déclaré, je parle de Réfléchir et Agir, malgré qu'on soit un journal déclaré, déclaré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que légalement, on doit envoyer un exemplaire à la Bibliothèque nationale et un exemplaire au ministère de l'Intérieur. D'accord? Donc on est légal. Mais les MLP, au début, ils ne voulaient pas nous prendre.
Ils ont essayé de nous la mettre à l'envers en nous disant « Ah, vous allez voir, vous allez bouffer la grenouille, ça va vous coûter un bras, etc. » Qu'est-ce que ça peut vous foutre si on prend la grenouille? C'est nous qui payons. Donc vous nous prenez, nous on est une revue légale, etc. Donc vous nous prenez. Ok, 4 numéros par an. Bon, 4 numéros par an, ça veut dire qu'il faut bosser. Hein, il y a des soirs, je vais pas, bon maintenant j'y vais pas, c'est pas sanitaire, mais je vais pas boire un coup avec les copains au bistrot, quoi. C'est pas possible. Il faut finir les articles, il faut trouver les contributeurs, il faut travailler sur la ligne du journal. Bon, c'est du boulot tout ça, c'est du boulot, c'est des contraintes. Et puis, c'est aussi tout un travail qu'il y a derrière, parce qu'une fois que le journal il est arrivé, faut faire la compta. Moi, j'ai pas de comptable. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent, il y a un gars une fois qui me dit « Oh, Eugène, ça fait 25 ans que tu fais REA. » Le mec, il s'imaginait que j'avais des bureaux sur les Champs-Élysées, que j'avais une secrétaire, ça devait être Pamela Anderson et l'autre Adriana Carambeu. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Je me démerde tout seul, quoi. Hein. Enfin, je me démerde tout seul avec d'autres camarades, mais on n'a pas tant de bras comme ça. Hein. Ça demande du boulot. Et puis la logistique. Alors la logistique, maintenant, c'est différent. On l'a mis en place parce qu'on paraît en kiosque et puis on passe par un routeur. Mais les 10-15 premières années de REA, quand on n'avait pas tout ça, le routeur, il amenait la palette de REA au pied de chez moi, dans ma résidence, donc on montait des cartons chez moi, il fallait faire la mise sous pli, coller les enveloppes. La poste, il me donnait 4 timbres différents, dont 2 qui n'étaient pas autocollants. Donc je mettais mes filles à contribution, c'était un atelier clandestin chez moi. Il y avait du papier, ça sentait le papier, ça sentait l'encre partout dans la maison. Heureusement que j'ai une femme qui pense la même chose que moi et qui est dans le jeu, parce que sinon elle m'aurait foutu à la porte, quoi. Voilà. Mais c'est ça aussi, hein, faire un journal quand on est un militant nationaliste, vu qu'on n'a pas les moyens, on est obligé de faire tout soi-même, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est un devoir. On doit le faire, on le doit à nos anciens, et puis on le doit à nos abonnés. Un abonné qui vous donne de l'argent, c'est pas un geste neutre, un abonné. Le mec, il vous donne du pognon, quoi. Si il attend son journal, si vous lui renvoyez pas en temps et en heure, c'est une question d'honneur de lui envoyer ce pourquoi il a payé, quoi. Vous devez à vos abonnés, quoi. C'est une obligation, quoi. C'est une obligation morale, quoi. Donc voilà. Alors, l'histoire de REA, je vais vous la raconter un peu parce que ça a été un peu épisodique. Le premier REA, j'y étais pas. Au début, REA, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite bande de copains qui appartiennent à un mouvement qui s'appelle les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires. Et donc, c'est des garçons qui traînaient dans la mouvance skinhead, qui avaient tous fait de la tôle d'ailleurs pour violence, et qui tous les samedis soirs étaient au Parc des Princes, dans la tribune Boulogne à l'époque. Et ils s'étaient rendus compte que il y avait un énorme potentiel d'un point de vue idéologique. À chaque fois, il y avait plein de mecs, à chaque fois qu'ils voyaient un black toucher le ballon, ils faisaient le singe, tout ça. Bon, ils se sont dit, bon, c'est peut-être sympa, mais il faut qu'on structure le discours quand même. Bon, et il s'est dit, le mieux, c'est comme on ne peut pas aller parler à tout le monde, on va faire un journal. Alors au début, REA, c'est un journal modeste. Hein. Quand je dis un journal, c'est un fanzine, 4 pages, avec une agrafe sur le côté, d'inspiration très germano-centrée, 33-45, il y a des runes à toutes les pages. Voilà, on est dans le discours, voilà, on est dans le relou, quoi. Mais arrivent les premiers abonnements, les premières fidélités, etc. Bon. Et puis, au bout de quelques temps, disparaît le choc du mois. Et là, le leader un peu de la bande, Éric Rossi, que Yvan connaît bien, Yvan Benedetti connaît bien, parce qu'ils étaient sergents ensemble au 9e régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers, il dit, il a la prétention de faire un journal qui viendrait remplacer le choc du mois, et qui s'appellerait Réfléchir et agir. Seulement, entre l'idée et la réalisation, c'est 2 mondes, parce qu'il faut trouver des contributeurs, c'est pas facile, il faut trouver de l'argent, on ne tombe pas du ciel, il faut mettre en place des circuits de distribution dans la France entière, parce qu'évidemment, on n'était pas vendu en kiosque à l'époque, donc toute une réflexion se met en place, et un jour, je vois débarquer cette équipe sur mon lieu de travail. Bon, à l'époque, je travaillais à la SERP chez Jean-Marie Le Pen, et là, ils viennent me voir et ils me disent bon, Eugène, on lit à peu près ce que tu lis, enfin ce que tu écris dans le journal des étudiants, nationalistes de Paris, dans Terre et Peuple. A priori, il ne doit pas y avoir un timbre au poste en ce que tu penses toi et ce qu'on pense nous. Est-ce que ça te dirait de bosser avec nous? Bon, comme un con, j'ai dit oui. Ça m'a engagé, ça m'engage encore 30 ans après, quoi. Voilà, il y a des oui des fois qui coûtent cher, hein, et qui vous engagent pour la vie. Hein. C'est quand même un peu comme quand on dit oui, quand on dit oui devant monsieur le maire.
Donc voilà, le journal se monte comme ça, on se rend compte, on fait un premier tour de table, première difficulté, trouver des contributeurs. Bon, on ouvre un peu nos carnets d'adresses, on arrive à avoir des contributions, je téléphone à Jean Mabir, que je connaissais bien, qui est un professionnel de la presse, je téléphone à Robert Dain, au Puy-en-Velay. Robert Dain, pour ceux qui connaissent, c'était l'écrivain qui avait fait le Grand Suicide, l'âme européenne, les catacombes de la libre pensée, et qui venait de faire un peu une traduction commentée de Nietzsche, d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est un ancien, bon, c'était un ancien qui avait porté l'uniforme des maudits pendant la guerre, et c'était un précurseur de l'écologie profonde en France. Donc on arrive à avoir ces premiers contributeurs qui nous disent « Ok, on va bosser avec vous ». Deuxièmement, l'argent. Parce que l'argent d'un journal, hein, on n'a pas d'entreprise de publicité, etc. derrière nous. Donc ça s'est fait de la façon suivante, on s'est réunis dans un bar, on était une dizaine. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Bon, qui peut mettre quoi? Bon, moi à l'époque, je m'en souviens, j'avais mis, ça on était en francs, j'avais mis 1000 francs. Bon, bah 1000 francs, à l'époque, j'en gagnais 5000 à la SERP. Pour moi, c'était déjà une somme importante. Chacun met 1000 balles, 2000 balles. On nous avait dit on les récupérerait, on les a jamais récupérés, mais peu importe, on finance la cause, c'est fait pour. Et il y a un camarade qui lui était maître d'hôtel dans une grande carte à Paris, il est au Fouquet, c'est qui nous a dit bon moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de tout ça, j'ai pas tous ces contingents, je mets 6000 balles sur la table. Voilà, c'est comme ça qu'est né REA, quoi. Une bande de copains qui ont mis de l'argent sur la table. Et c'est comme ça qu'on a démarré, qu'on a mis en place les premiers circuits de distribution, etc. À l'époque, on sortait 2 numéros par an. Bon, on était des amateurs, quoi, encore. Hein, on jouait encore en deuxième division, quoi, en troisième division même. Hein, d'accord, c'était vraiment pas de l'artisanat d'art, mais on sortait déjà un petit peu avec une formule un peu magazine, mais c'était encore pas ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Donc on monte en puissance tout doucement, et puis nous tombe un truc sur la tête. Un jour, enfin un soir, une nuit, il y a un attentat contre un journal qui s'appelle Tribune Juive. Peut-être que certains ont connu à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. C'est un journal avec le truc rouge, non ? Voilà. Donc, un attentat contre Tribune Juive, évidemment attribué à l'extrême droite. Bon. Et là, visiblement, la police avait besoin de refaire un peu les fichiers. Et 6 h du matin, ils sonnent chez un certain nombre de camarades et ils viennent les chercher. Chez Éric Rossi, ça se passe un peu différemment. Ils arrivent avec le casque sur la tête, le fusil à pompe à la main, comme s'ils venaient chercher Mesrine ou Mera. Hein. Donc sa femme qui n'était pas de nos idées, ils avaient une petite fille d'1 an et demi, elle a halluciné quand même, hein, de le voir partir comme ça, quoi. Et donc Eric il est parti pour une garde à vue de 48 heures transformée en 96, comme dans le cadre d'une opération terroriste, quoi. Et là il a eu droit à tout, hein. Non seulement, bon, tout le monde a connu les gardes à vue, bon, des vexations corporelles, etc., mais des interrogatoires très poussés sur l'actualité. À l'époque, je m'en souviens, il avait interrogé, il y avait eu un accord entre Israël et les Palestiniens. Qu'est-ce que vous pensez des accords d'Hébron? Vous voyez, des questions qui étaient vraiment d'actualité, de géopolitique internationale, qui étaient sérieuses, quoi. Hein. Donc, ouais, 96 heures comme ça, d'accord? Donc, évidemment, en sortant de ça, sa femme, elle a halluciné, donc elle a demandé le divorce pour protéger la gamine. Donc, voilà, il a perdu sa femme et sa gosse, et il a perdu son boulot, parce que son nom était parti dans la presse. Donc, REA, terminé. Donc il nomme, on lui dit Eric dégage, hein, refais ta vie, là c'est pas possible, t'es reparti, tu sors de rien, t'es reparti, enfin t'es à zéro, il faut que tu refasses ta vie, il faut que tu renégocies ton existence, donc passe la main, quoi. Donc ce qu'il a fait, il a nommé une autre équipe, malheureusement l'autre équipe, pendant 2 ans, la presse c'était pas leur envie, ils avaient dit oui on va faire le truc pour lui faire plaisir, mais c'était pas leur truc. Donc ils ont sorti un numéro, et puis un ou 2 numéros, et puis... au bout de 2 ans, on se réunit dans un bar et ils nous disent « Moi, on arrête. REA, on arrête. » quoi. Et là, comme un con, je dis « Non, moi, j'arrête pas, on continue. Je reprends l'affaire. » Seulement, je reprends l'affaire. À nouveau, il n'y a plus rien. Quoi. Comme on n'était pas sorti depuis 2 ans, on avait 60 abonnés, on n'avait plus d'argent. Les réseaux de distribution, bah, ils étaient plus ou moins mortibus. Il y avait tout à refaire. Quoi. Et donc, je téléphone à un camarade à Toulouse, Pierre Gilliette, que vous connaissez maintenant, hein, qui fait les éditions Oda Izarn, etc., qui est un bosseur monstrueux. Et on repart tous les deux, on rouvre notre carnet d'adresses, on va rechercher des gens, et on va voir 3 fées qui vont se pencher sur notre berceau. Je vais voir Madame Gallic, encore elle. Je vais à Rivarol, je lui dis, écoutez, Madame Gallic, j'ai pas de maquettiste, j'ai envie de relancer REA. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourra nous aider? Tammy Gallic, elle comprend l'intérêt du truc, elle me dit, ok, vous viendrez, je vous prête le maquettiste, enfin, je vous prête, oui, le maquettiste de Rivarol, vous viendrez travailler sur votre journal en dehors des ordres du bouclage. Donc celle qui a sauvé REA, c'est peu connu, c'est Madame Gallic. Le deuxième qui nous a sauvé la vie, c'est Robert Dain. Il nous dit, je le revois encore, il nous dit, écoutez les enfants,
il faut que ce journal vive le nationalisme révolutionnaire en France. Il n'y a plus beaucoup de support, il faut absolument que ce journal y survive. Et il me dit, moi j'ai une petite maison d'édition qui s'appelait le Crève Tabou, j'ai 6 000 francs en caisse, 6 000 francs ça fait à peu près, ouais, 1000, je sais même plus aujourd'hui, 1000 euros, quelque chose comme ça. 900. Ouais, 900. Il me dit, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, moi voilà, avec ma femme j'ai une petite retraite, on s'en fout, on se contente de pas grand chose. Alors, lui, il vivait son truc, hein. Si tu les veux, je te les donne. Bon, on les a pas pris, mais on lui a dit, écoute Maurice, vraiment c'était Maurice Martin, on lui dit, écoute, il faut que tu nous alimentes en article, voilà, il faut que tu nous imprimes la ligne, etc., etc., donne-nous un coup de main. Il a dit oui, il nous a donné un coup de main. Et le troisième qui nous a sauvés, c'est Jean Mabir. Bon, Jean Mabir, je ne le présente pas, vous le connaissez tous, hein, il a passé sa vie dans le casque à boulon, et sur d'autres écrits qui sont plus importants, d'ailleurs, à mon avis. J'avais été le voir chez lui à Saint-Malo, il m'avait dit, Crampon, je sais ce que c'est que la solitude parfois du rédacteur en chef. Les soirs de déprime, si tu en as marre ou si tu veux des conseils, appelle-moi. Mais je vais t'aider, je vais relancer le truc. Et je peux vous dire que c'est un professionnel de la presse, Mabir. Hein. Quand vous lui disiez, écoute Jean, tel jour, j'ai besoin d'un article, il prenait son carnet, il dit, ouais, je peux te l'envoyer, attends, là je dois faire ça pour National Hebdo, là je dois en faire un pour Élément, hop, ok, c'est bon. Des fois le lendemain, je l'avais dans ma boîte aux lettres. Voilà, des militants comme ça, chapeau. Hein, c'est des gens vraiment extraordinaires. Donc, Madame Gallic, Robert Dame, Jean Mabir ont été un peu l'effet de la résurrection de REA. Alors, on est reparti comme ça, et puis avec le temps, évidemment, on a évolué. D'abord, on a recréé, on était bien vendus dans les librairies, on a recréé nos réseaux de distribution, on s'est professionnalisé, on est passé à la couleur, et puis le grand virage, évidemment, c'était le passage en kiosque, hein, par les MLP, parce que le passage en kiosque, aujourd'hui, on en vend à peu près, on se dit les choses, hein, voilà, on n'a pas de tabou. En kiosque, on en vend à peu près 1500. Alors, vous allez me dire, c'est pas énorme, ouais, pour la presse, bah oui, mais pour la presse nationaliste, c'est ce que je vous disais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Et puis, les abonnés, on a largement dépassé les 1000. Donc voilà, on est à peu près là-dessus aujourd'hui. Et on continue à se développer. Mais c'est du boulot, quoi. C'est tout le temps, il faut tout le temps se battre, relancer les gens. Enfin c'est ça aussi, hein, faire un journal nationaliste. Quand on n'a pas de grande équipe derrière, voilà, c'est toujours un boulot, ouais, quotidien, permanent. Alors, pour l'évolution de REA, donc on est passé en kiosque. On fait aussi des hors-séries cadeaux. Hein, vous avez vu, une fois par an ou 2 fois par an, on fait un hors-série qu'on offre exclusivement à nos abonnés. On en a fait un sur la bibliothèque du militant l'avant-dernier. Le dernier, on a fait un peu nos héros, les héros du panthéon français et européen. Enfin, nos héros à nous, hein, d'accord? Pas Bernard-Henri Lévy. Hein, voilà. Mais ce qui a été gratifiant dans REA, il faut le savoir, c'est les rencontres qu'on a pu faire. Les rencontres qu'on a pu faire. Vous avez vu que dans ceux qui connaissent la revue, on fait toujours travailler des gens d'extérieur à la revue, des gens un peu connus, qui acceptent de travailler dans le dossier, dans le cadre d'interview. Et puis dans la page centrale, on essaie toujours d'avoir quelqu'un en page centrale. C'est les plus belles pages, hein, c'est comme dans Playboy et dans Lui, hein, pour ceux qui ont connu, hein, c'était la page centrale la plus belle. Je déconne. Hein. Bon. Et on essaye de faire venir même des gens, surtout qui ne sont pas forcément de notre mouvance, quand ils acceptent. Parce qu'évidemment, nous, on n'a jamais caché qui on était. Jamais. On n'a jamais dit qu'on était ceci, cela, etc. Ça, c'est la première règle. On dit toujours qui on est. Ils répondent ou ils ne répondent pas. Et jamais on travestit ou on caviarde ce qu'ils nous disent. On ne veut pas leur faire dire s'ils n'ont pas envie de dire. D'accord ? On reste fidèle à ce qu'ils nous sortent. Alors évidemment, dans les grandes interviews que je garderai en mémoire, bon, il y a eu des moments épiques. Alors évidemment, je vais vous citer quelques trucs avec des anecdotes assez marrantes ou des confessions qui nous ont été faites. Bon, évidemment, l'interview qu'on a faite, qui nous a fait le plus marrer, c'était Jean-Marie Le Pen, parce que c'est un phénomène, quoi. On en pense ce qu'on veut, mais un jour, on fait un numéro spécial sur l'extrême droite en France. Et on prend rendez-vous avec lui, donc on est reçu par son secrétaire, Vizier, à Montretout. C'était un 3 ou un 4 janvier, la date est importante, vous allez comprendre pourquoi. Donc on arrive chez lui à Montretout, là-bas, à Saint-Cloud, et il était en train de faire sa crèche de Noël, le 3-4 janvier. Et il avait fait Noël au Mexique, puis il nous dit, il dit à Vizier, monte nos amis dans mon bureau, je finis ma crèche, j'arrive. Puis là, on l'entend qui dit, merde, je reviens, j'ai acheté une crèche au Mexique, je retrouve pas le Jésus, qu'est-ce que j'en ai foutu, bordel. Bon, tu vois, du grand Jean-Marie, quoi. Donc, on arrive, on s'assoit dans son bureau, et on met les choses au point tout de suite. On lui dit, écoutez, président,
on s'engage, à ne pas parler de votre succession. À l'époque, on parlait beaucoup de sa succession. Il y avait déjà la guerre entre Marine Le Pen et Gollnisch. 2, on ne parlera pas de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on ne va pas se retrouver encore en slip devant la 17e correctionnelle. Bon, il lui dit, bon, ça me va. Et je lui dis, troisièmement, une fois que j'aurai retranscrit votre entretien, je l'envoie à vos services. Il me dit, non, non, c'est moi qui vais relire ce que vous avez. Bon, d'accord, pas de problème. Donc, on commence l'interview. On a un truc pour enregistrer. Lui, il vient avec ses services aussi, enregistre ce qu'on dit, etc. Et dans le cœur de l'interview, il nous dit des choses qui sont intéressantes. Par exemple, il nous dit, voilà, en 63-64, je suis président d'un mouvement qui s'appelle le Front National des Combattants, et on décide au présidentiel de 75 de présenter un candidat. Il me dit, j'étais trop jeune pour y aller, j'avais 35 ans, j'étais pas connu, j'étais un jeune garçon, 35 ans. Et il me dit, c'est la plus grosse connerie politique que j'ai faite, c'est moi qui aurais dû y aller, on n'aurait pas perdu 20 ans, parce qu'il me dit, on a présenté un tocard en la personne de Maître Tixier-Vignancourt. Tixier-Vignancourt, c'était un avocat brillant, hein, il avait sauvé entre autres la tête du général Salan, il lui avait épargné la peine de mort, c'est en quoi De Gaulle, l'apprenant, avait cassé une chaise de colère, mais c'était pas un fin politique, et d'ailleurs, après les comités Tixier, tout devait se dissoudre, hein, et il n'était pas question que Tixier monte un parti politique qui se rallierait au système. Ce qui nous a fait perdre 20 ans, ce qui fait qu'en 68, la droite nationale n'existait même pas. Voilà. Et donc ça, c'était le plus grand regret de Le Pen. Bon, et puis dans l'interview, on voulait lui poser un peu des questions dérangeantes, et on voyait que la colère montait tout doucement, quoi. Et on lui dit à un moment donné, mais franchement, le pouvoir, vous en avez voulu un jour. Et là, il pète un boulard. Il se lève et il s'en va. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la DPS pour nous foutre dehors, quoi. Et là, on l'entend, il rentre dans un bureau, il va houspiller une secrétaire, il revient avec un bouquin, les 300 mesures. Ah oui, parce qu'on l'avait houspillé aussi sur son discours d'Argenteuil. À Argenteuil, il avait fait un discours assez hallucinant sur la dalle d'Argenteuil, pour ceux qui connaissent. Bon, Argenteuil, c'est Black Blamber. Et là, il avait fait un appel, c'est Soral qui lui avait a priori rédigé son discours, il avait fait un appel à l'électorat des jeunes musulmans, des jeunes beurs, en leur disant, bon, bah, y a des Français de souche, et puis il y a les Français de branche. Donc ça voulait dire dans son esprit qu'il acceptait en quelque sorte le modèle assimilationniste, et qu'il acceptait en quelque sorte la société multiraciale. Bon. Donc on le tisonnait avec ça, donc il se fâche, il arrive avec le bouquin, les 300 mesures, il nous le balance à moitié à travers la figure en disant, et puis il me regarde, il me dit, tiens, si tu sais lire, ça m'étonnerait, mais tiens, je te le donne. D'accord, d'accord. Bon, alors, ça monte crescendo comme ça, et puis, bon, la tension redescend, etc. Et en sortant, c'est Jean-Marie Le Pen, ceux qui le connaissent vous le diront, c'est un charmeur de serpent, quoi. Il vous vendrait n'importe quoi, quoi. Il me prend, on était avec un copain, il nous prend par les épaules, comme ça, il nous regarde, il nous dit, bon les gars, je pense comme vous, mais je peux pas le dire. Mais il aurait été à l'AF, il aurait dit la même chose à un militant de l'AF, hein. Je pense comme vous, mais je peux pas le dire. Il faut que vous reveniez au front, il y a de la place pour vous, je manque de cadre. Il faut que vous reveniez. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un chèque à l'ancien ou quoi? Voilà. Ça, c'est du Jean-Marie Le Pen. C'est un charmeur de serpent, pour ceux qui le connaissent, hein. Voilà. Et la deuxième fois qu'on l'a vu, c'était dans le cadre d'une émission de Méridien Zéro, où là, il nous reçoit chez lui, chez Madame Le Pen, à Montretout. Donc, il nous attend en haut des marches pour une émission de radio. Il nous accueille dans son bureau. Il est en survêtement. Il a un t-shirt de l'OM. Et le midi, il avait dû bouffer des spaghettis. Il a de la sauce tomate plein le t-shirt. Bon, pourquoi pas. Donc on fait l'entretien. Bon, il sait faire, évidemment. Il y a un truc qu'il adore, Le Pen, c'est ce qu'on appelle les afters. Une fois que le micro est fermé, il aime bien faire durer le plaisir. Et là, il se livre. Et là, il nous regarde, il nous dit, et je ne sais pas pourquoi, il nous dit, est-ce que vous savez pourquoi Jacques Chirac m'a jamais aimé? Il me dit, Eugène, tu le sais, toi? Je dis, non. Après, alors, je lui fais une réponse académique à la con, bah, il est mondialiste, vous êtes nationaliste. Il dit, oh. Et là, pendant une demi-heure, il nous fait un développement pour nous prouver A plus B que Chirac a des origines de la communauté de Lumière. Pendant une demi-heure. Il refait le schéma familial. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il a? Voilà, ça c'est du grand Jean-Marie. Ça c'est des interviews l'interview de Le Pen, quoi. Voilà. La deuxième interview, ouais, c'était les grandes rencontres. La deuxième interview qui m'a marqué, c'est un personnage inattendu, c'était Roland Dumas. Alors Roland Dumas, pour ceux qui sont plus jeunes, Roland Dumas, il avait été ministre des Affaires étrangères de Mitterrand et président du Conseil constitutionnel. Et Dumas, a priori, il a rien pour nous plaire, il est de gauche, il est franc-maçon,
Il était l'avocat de plusieurs terroristes du FLN, à qui il conseillait d'ailleurs de dire systématiquement qu'ils avaient été torturés par l'armée française, déjà pour apitoyer le tribunal. Bon, c'est des effets de manche, mais ça marchait à l'époque. Voilà. Mais j'avais eu vent qu'il allait sortir ses mémoires politiques et qu'il y aurait des choses assez croustillantes dedans. Donc, il me reçoit. Alors, il habite sur l'île Saint-Louis, là, dans les anciens ateliers de Clamey-Claudel. Donc, il y a une personne qui m'ouvre la porte, voilà, elle me met dans un bureau, elle me dit, voilà, il va vous recevoir. Alors, je reste dans le bureau 5 minutes, je regarde, tableau de maître au mur, des vases Ming chinois qui coûtent des fortunes, voilà. Et puis, elle me dit, voilà, il va vous recevoir. Donc, j'arrive, il est en robe de chambre. D'un seul coup, la robe de chambre s'ouvre, il est en slip, devant moi. Et putain, le ministre des Affaires étrangères, président du Conseil constitutionnel, il est en robe de chambre et en slibard. Bon, excusez-moi, bon. Il me dit, je suis fatigué parce que je suis rentré au petit jour. J'ai fait un voyage diplomatique en Russie de manière un peu inofficielle, mais il me dit, la République sert de moi encore et de mes réseaux. Bon, d'accord. Il me dit, je sais parfaitement qui vous êtes, je vous respecte, je vous demande juste de me respecter. Bon. Je lui pose toutes les questions, enfin plein de questions, et là, il me sort un truc complètement hallucinant. Il me dit, en tant que président du Conseil constitutionnel, est-ce que vous savez que j'aurais dû invalider l'élection présidentielle de 2002 qui a vu s'opposer Le Pen et Chirac au deuxième tour? Ah bon? Il me dit, ouais. Il me dit, vous savez pourquoi? Jacques Chirac avait fixé le plafond des dépenses lui-même à 120 millions, il a éclaté le plafond à 160 millions. Mon rôle premier, ça aurait été d'invalider ses comptes de campagne et de refaire l'élection présidentielle. Je dis, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et il me dit, il y a eu une telle terreur pendant 15 jours, hein, la semaine, ce que Jérôme a appelé, on a appelé la semaine de la haine, etc., que j'ai voulu éviter la guerre civile. Ce en quoi je n'ai jamais cru. Mais enfin, comme vous le dites, la République gouverne mal, mais se défend bien. Voilà, ça c'était une confidence de Dumas. Roland Dumas, entre parenthèses, on pense ce qu'on veut de ces gars-là, mais il parle 7 langues. On n'arrive pas à ce niveau hein, dans l'appareil d'État par hasard, quand même. C'est des mecs qui ont fait des études. D'ailleurs, il est très copain avec Jean-Marie Le Pen. Ils ont été députés ensemble. Je crois même qu'ils ont été à l'université en partie ensemble. Ils ont été les 2 plus jeunes députés de France en 56. Et un copain qui les connaît bien tous les deux, les a vus d'ailleurs un soir à un cocktail à l'ambassade d'Iran. Ils se tapaient sur le ventre, ils se tutoient, ils se tapent sur le ventre. Je ne sais même pas s'ils jouaient pas à Chabit dans les couloirs. Enfin, ils en étaient pas loin. Enfin, ils étaient libidineux à la limite du graveleux. Quoi. Voilà. Mais ça, c'est des anecdotes qui sont vraies. Hein. C'est pas je raconte pas des conneries. Hein. D'ailleurs, Le Pen, quand j'ai envoyé le journal, j'ai oublié de vous le dire, j'ai envoyé le journal. Et un soir, je suis dans le RER à Châtelet-Léal, à 6h du soir, donc à Châtelet-Léal, station hautement salubre, donc vous voyez bien ce qu'il peut y avoir autour de moi, coup de fil, dans le RER. J'avais un black, un arabe, enfin bon, la France d'aujourd'hui autour de moi, et là il y a la secrétaire qui me dit je vous passe le président. Ouais, c'est pas l'endroit le plus évident pour parler, quoi, voilà. Et il me dit je suis très content de l'interview, j'espère qu'on retravaillera ensemble. Ouais, bon, ouais, enfin, il était content, voilà. Alors, autre entretien qui nous avait bien fait marrer à l'époque, on s'interdit rien, on a été interviewé Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, c'était une star du porno des années 70-80, et on s'était dit, bon, pourquoi pas, elle a une émission sur RMC, 2 heures tous les après-midi à l'époque, et avec elle, ben, on va parler de l'évolution de la société, de la sexualité, etc. Il n'y a pas de sujet tabou après tout. On lui demande un entretien, elle dit oui. Bon, elle nous reçoit dans les studios de RMC, après son émission, très sympa, elle n'aura peut-être pas compris qui on était, elle pensait qu'on était de droite, un peu libéral, un peu... bon, si tu veux Brigitte, moi je veux bien, hein, voilà. Et puis, bon, on lui pose tout plein de questions, mais elle est très sympa, open, enfin open, attention, et attention, d'ailleurs, elle, quand elle faisait du porno à l'époque, il faut savoir que c'est pas comme aujourd'hui, le porno sur la toile, c'est 90% de la toile. Hein. À l'époque, le mec qui voulait aller voir un film, il fallait aller dans une salle. C'est pas du tout la même démarche. Hein. Aujourd'hui, c'est open bar. Quoi. Donc, c'est une autre génération qui arrive après. Mais on s'interdit rien. Et puis, elle est très sympa. Elle nous raccompagne à l'ascenseur. Donc, on lui pose toutes les questions. Voilà. Elle répond à tout. Voilà. Et elle nous raccompagne à l'ascenseur. Puis d'un seul coup, elle nous dit... ouais, nos grands-mères, dans le temps, quand même, à 60 ans, c'était pas terrible. Elle me dit, regardez, moi, à 60 ans, je suis quand même encore baisable. Ouais, maintenant que t'en parles, Brigitte, enfin, ouais, c'était le ton de l'entretien, elle était sympa, quoi. Bon, alors, on nous l'a reproché, cet entretien.
Mais après tout, je vois pas pourquoi, on n'a pas de sujet tabou, après tout, on est des Gaulois, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, mais on peut aussi de temps en temps rafraîchir un peu le truc, quoi. Autre entretien qui avait été intéressant pour nous, l'ambassade d'Iran. L'ambassade d'Iran, on y est allé à un moment où c'était assez chaud, point de vue de l'actualité. Il y avait toute une campagne contre l'Iran au moment où on les accusait en quelque sorte du nucléaire civil, de le faire évoluer sur du nucléaire militaire. Et puis il y avait une campagne de presse à ce moment-là qui avait été lancée par Bernard-Henri Lévy. Il y avait une nénette là-bas qui avait été prise sur un adultère et qui avait été condamnée à la lapidation. Bon, on demande audience à l'ambassade d'Iran, l'ambassadeur dit oui. Donc, on avait un copain qui faisait le relais. Donc on arrive à l'ambassade d'Iran avec un camarade. Déjà devant des flics partout, des CRS partout. Et on se dit dans l'ambassade, ça va être Fort Chabrol, ça va être Men in Black, il doit y en avoir partout, des mecs avec des fusils et tout. Rien du tout. Le mec il arrive, on monte, il y a une nénette à la réception, elle a le torchon sur la tête, là, comme ils ont chez eux, là, voilà. Et puis on est invité à aller dans les salons de l'ambassadeur. Bon, on s'assoit. Il est au bout, il nous reçoit de manière très courtoise, etc. Il est au bout. À côté de moi, j'en ai un qui retranscrit le truc en caractère persan, j'en ai un qui traduit en face, là voilà, qui traduit en français, il y en a deux en face aussi qui retraduisent, etc. Ça plaisante pas, quoi. Et là, il nous dit, on lui pose des questions sur l'affaire du nucléaire, et là, il nous dit, nous, ça nous intéresse pas le nucléaire militaire. Il dit, écoutez, Excellence, même pour sanctuariser votre territoire, non. L'islam chiite proscrit le nucléaire militaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos réserves d'hydrocarbures sont en train de s'épuiser. On veut, pour les générations à venir, avoir une source d'énergie qui soit la nôtre, etc. On ne veut pas dépendre des Américains, etc., etc. Nous, le nucléaire militaire, ça ne nous intéresse pas. Bon, première grosse surprise, parce qu'évidemment, il y avait une campagne de presse, notamment aux États-Unis, le lobby sioniste actif, et encore aujourd'hui, de temps en temps, ça revient dans l'actualité. S'ils pouvaient pousser les États-Unis et tout l'Occident à leur rentrer dans la gueule, à les bombarder, ils ne gêneraient pas, quoi. Voilà, donc il nous fait cette confidence, et puis on le titille un peu sur cette campagne de presse lancée par Bernard-Henri Lévy. Alors il me dit, je suis quand même très étonné que vous, sur la ligne sur laquelle vous êtes, vous repreniez ce que dit Bernard-Henri Lévy et tout. Il dit, vous savez ce que c'est qu'une lapidation maintenant en Iran? Non, j'ai pas d'idée, j'ai vu des images à la télé, mais je sais pas si c'est vrai. Maintenant, avant, on disait, on faut croire ce qu'on voit, mais pas dans les médias français, quoi. Et là, il y avait des pistaches sur la table, là, des cacahuètes, des machins. Il prend une cacahuète, il nous dit, voilà, c'est presque un rappel à l'ordre pour lui, une lapidation. Il dit, voilà, on prend la pierre, puis on la jette comme ça, puis c'est fini, quoi. Bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Enfin bon, ça nous a paru, je sais pas, je savais pas trop quoi en penser, mais enfin, il nous a reçus, il nous en a sorti 3-4 comme ça qui étaient assez marrantes, et c'est un numéro qui s'est très bien vendu. Les gens étaient très intéressés par ce sujet-là. Alors après, bon, et je vais pas m'appesantir, on en a fait beaucoup d'autres qui sont très intéressants. On a rencontré, bon, une qui nous a fait, parce que c'était détendu, parce que le personnage le veut, c'était Dieudonné. Dieudonné, on l'avait rencontré dans le cadre de la campagne européenne qu'il avait faite il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Alors il avait fait dans un bar tenu par des amis, il avait fait au début de la rue Mouffetard, il avait fait un cocktail pour rencontrer un peu plein de gens, il cherchait un peu des revues qui pouvaient l'aider, etc. Donc on était là. Et puis Dieudonné, c'est quand même on pense ce qu'on veut des idées, quoi. Mais c'est un mec décontracté, cool. Voilà, on était en train de boire un coup avec un copain, on buvait un coup de rouge, on mangeait du saucisson, il arrive, bon, il y a plein de gens qui vont autour de lui, nous on regarde ça de plus loin, puis à un moment donné, il vient vers nous, il sert du saucisson, on lui dit, mais on t'a pas demandé de bouffer dans notre gamelle, qu'est-ce que tu fais là? Alors tout de suite, il rentre dans le jeu, mais je vous emmerde, moi les mecs, je suis chez moi, enfin vous voyez, c'était ça le ton de l'entretien, quoi. Après, dans la soirée, à un moment donné, il vient manger du fromage, on lui dit, regarde, mais t'es pas crédible, regarde, t'as du reblochon dans la barbe, enfin, c'est pas sérieux pour un candidat de tête de liste et tout. Il dit, puis bon, il voit bien qu'on met ça sur le ton de la plaisanterie, on rigole. Et là, on lui dit, écoute, on fait un journal qui paraît en kiosque, est-ce que tu serais OK pour un entretien? Oh, OK. Donc il nous donne rendez-vous à la Main d'Or, donc il arrive quasiment une heure de retard, mais il nous dit, oh merde les mecs, venez dans ma loge. Donc on va dans sa loge à la Main d'Or. Là, ça sent pas la fortune non plus, hein. Moi je sais pas s'il a du pognon, mais enfin, là dans la Main d'Or, moi je suis allé dans sa loge. Bon voilà, donc on lui sort tout ce qu'on a à lui dire. Alors c'est un entretien marrant parce que le mec c'est un comique, quoi. Voilà, comique politique, mais avec une grosse,
on voyait quand même qu'il avait des références littéraires, politiques, etc., qu'il avait lu, hein, beaucoup de choses, et tout. À un moment donné, il est 8h moins le quart, il y a Jackie, vous savez, le type qui est en pyjama sur scène avec lui, qui dit « Mais putain, qu'est-ce que tu fous? T'es pas maquillé, t'es pas habillé, et t'es dans un quart d'heure, t'es en scène. » Il dit « Mais attends, je suis avec des copains, là, on discute, on y a un... » Bon, d'accord. Bon, et puis on lui dit « Bon, écoute, nous, on a dit ce qu'on avait à te dire, faut peut-être que tu montes en scène, parce que c'est ton métier. » Voilà. Oh, il me dit « Ouais, soyez... Moi, les mecs, allez, mettez-vous... allez regarder le spectacle, tiens, va chercher des places, hyper sympa, quoi. » Et puis il nous dit, je vais monter une télé là qui va s'appeler Les Infréquentables, et je voudrais faire un premier numéro, je cherche des néo-nazis. Et il me regarde, il me dit, toi t'as l'air d'être dans le scénario. Ouais, je le sens pas ton truc, je le sens pas, quoi. Je le sens pas, quoi. Donc, bon, on a jeté l'éponge, on a dit non, on va pas le faire. Puis d'abord, la télé, il l'a pas monté, quoi. Il l'a pas monté, quoi. Donc ça, c'était Dieudo. Après, bon, c'est vrai que pour être plus sérieux, qui c'est que j'ai rencontré? Voilà, bah, j'ai rencontré évidemment Jean Raspail, Vladimir Volkov sur les questions sur la... Vladimir Volkov, hein, tout le monde connaît Vladimir Volkov, un spécialiste des questions sur la désinformation. Son père ou son grand-père, je crois, avait été officier dans l'armée blanche. Il me reçoit chez lui à Paris, c'est la classe, quoi. Costard, cravate, derrière lui le portrait du tsar, les sabres croisés et tout, en train, pendant l'interview, il boit un petit whisky, mais pas un whisky, pas un truc à 10 balles, quoi, hein. La classe, quoi, voilà. Donc j'ai vu Jean Raspail, évidemment, je suis allé en Suisse chercher à Maudruz, j'ai vu Soral, qui c'est que j'ai vu d'autres encore? Oui, Soral qui me dit... ça, je ne l'ai pas oublié, parce que autant on peut être d'accord sur 90% des choses avec lui, autant sur les questions identitaires, là, ça se complique un peu. Il me dit, toi, t'as remis la il me dit, toi, t'es pour la remigration des étrangers. Il me dit, ça, c'est un fantasme d'adolescent, quoi. Bon, d'accord, écoute, tu penses ce que tu veux, mais je ne l'ai pas oublié non plus, quoi. Pour moi, c'est pas un fantasme d'adolescent, la remigration. Voilà. Alors, ça, c'est des gens qu'on a rencontrés dans le cadre de RA. Voilà, ça, c'est les grands moments. Il y a des moments qui sont pénibles quand on fait de la presse, mais il y a aussi des moments, voilà, d'exaltation qui sont une richesse personnelle de rencontrer des personnages comme ça. Alors dans le cadre de Méridien Zéro, parce que je vais dire deux mots aussi de Méridien Zéro, donc Méridien Zéro à l'origine, c'est une radio qu'on fait sur internet. Il y a des camarades dans cette salle qui sont déjà venus au micro quelques fois. À l'origine, Méridien Zéro, c'est une radio qui a été fondée par le mouvement néo-fasciste, parce que je dis fasciste, hein, je dis pas fasciste, je suis pas gauchiste, Casapande, hein, les fascistes du 3e millénaire. Donc ils avaient une fréquence radio sur Internet, ils avaient un décrochage au Québec et ils cherchaient une équipe pour faire de la radio en France. Donc on a dit oui, parce qu'on avait des relais avec eux, on avait des copains communs, on se connaissait bien. Donc ils nous ont donné une fréquence radio. Alors au début on était chez un copain, rue Quincampoix, dans le domicile d'un particulier. Donc il nous avait donné, il avait viré le lit d'une chambre, voilà, alors, mais bon, c'est pareil, hein, faire une radio, on nous a dit, il nous donne la fréquence, mais il a fallu l'équiper. Là encore, hein, il a fallu mettre du pognon sur la table. On a fait un tour de table pour acheter du matériel professionnel. Ceux qui sont venus dans nos studios voient quand même qu'on n'a pas c'est pas du matériel merdique, hein. Bon, c'est du matériel qui coûte une fortune. On a été conseillé par un camarade militant qui était ingénieur du son dans les studios d'enregistrement à Paris pour les gens du showbiz, etc. Il nous a conseillé du matériel, mais tout ça, ça coûte, hein, c'est de l'argent. Et là, l'argent, il ne tombe pas du ciel. On l'a mis aussi sur la table pour la faire vivre, cette radio. Et donc, on est parti sur une formule d'une émission, en gros, par semaine. Et puis, avec d'autres trucs qui sont arrivés derrière. Et je pense que c'est un bon outil. On a à peu près 40 000 auditeurs par semaine. Ce qui est déjà pas mal, selon les émissions. Donc, 40 000, vous voyez, la presse écrite, la radio... Internet, vous voyez, il faut utiliser tous les facteurs. Alors évidemment, faire de la radio, c'est encore une autre démarche. C'est aussi du travail, parce que les sujets, il faut les préparer. Et puis, il y a des intervenants qui sont pas tous du même niveau, hein. Il y a des gens qui sont des habitués du micro, et puis d'autres pour qui c'est pas facile. Et puis, c'est pas facile pour les animateurs non plus, parce que ce soit moi, parce que j'en ai fait pendant des années, j'en fais un peu moins maintenant, que ce soit d'autres camarades, les premières fois qu'on est derrière le micro, c'est pas non plus évident, hein, faut s'emparer du truc, c'est pas facile, quoi. Mais c'est un bon exercice de formation. Et ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de monde. Et j'ai en tête deux grandes figures qu'on a rencontrées. Alors, c'est pas forcément des figures politiques, mais c'est des gens, voilà, c'est des héros, des gens qui les soirs un peu de désespoir, ça fait du bien de se raccrocher à des personnages comme ça, qui sont des monuments, qui sont des statures. Le premier, c'était un ami qui a 95 ans, qui est décédé cet été, là.
que j'avais connu quand moi j'avais 14-15 ans, c'était un héros des parachutistes de la Légion étrangère, le colonel Luciani, héros de Dien Bien Phu, prisonnier des Viettes, et qui vient au micro nous expliquer ce que c'était que la tragédie des camps Viettes. 72% des prisonniers de Dien Bien Phu sont restés sur la piste ou sont morts dans les camps, ce qui fait que dans tous les drames concentrationnaires du XXe siècle, en valeur relative, c'est le chiffre le plus élevé, quoi. Donc c'était une émission qui était vraiment émouvante qu'on avait fait avec Wilsdorf. Et puis le deuxième que je veux citer, parce qu'il est toujours vivant, je l'ai eu au téléphone il n'y a encore pas longtemps, c'est Lajos Marton, général Lajos Marton. Lajos Marton, c'est un Hongrois. Il s'est battu à Budapest au moment des événements de 56, il s'est battu contre les troupes soviétiques. Il a été condamné à mort, donc il a fui la Hongrie, et il est venu en France, où il a été accueilli évidemment par tous les groupes anticommunistes, à l'époque Jeune Nation, entre autres, d'accord. Et donc par Jeune Nation, il a rencontré des gens comme le colonel Bastien Thierry, et il a fait partie de l'équipe du Petit Clamart. Et après l'équipe du Petit Clamart, donc il a été condamné à mort une deuxième fois. Donc pour un condamné à mort, aujourd'hui il a presque 90 ans, ça va, il se porte pas trop mal. Pour un condamné à mort, un double condamné à mort, il se porte pas trop mal. Et voilà, c'est des personnes là, lui pour le coup, très politique, lui là, il incarne, il pue le nationalisme révolutionnaire, là, parce que lui il a mis sa peau au bout de ses idées, 2 fois condamné à mort, affronter la police française dans une manif c'est une chose, affronter les chars soviétiques à Budapest c'en est une, affronter la police gaulliste à l'époque, le SAC, parce qu'il a fait 1 an de cavale, 1 an de clandestinité, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des camarades ou planquer des gens en clandestinité, 1 an de clandestinité, je peux vous dire que c'est énorme. On n'a pas trop d'amis dans la clandestinité. Et ce qu'il a fait, c'est énorme. Et c'est toujours infidèle. Et on avait ressorti ses mémoires il y a quelques années, qui s'appelait « Ma vie pour la patrie ». Il doit nous rester quelques exemplaires. C'est vraiment quelqu'un extraordinaire, quoi. Vous voyez, les jours où on est un peu dans le doute, il y a les soirs où on est fatigué, où on en a ras-le-bol, parce qu'on se dit ça n'avance pas comme on voudrait, etc. Il faut toujours penser à des gens comme ça, quoi. Ça, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont jamais posé le sac, quoi. Ils sont là, quoi. Et quand il a fallu y aller, ils y sont allés, quoi. Donc c'est des gens, voilà, c'est des gens qui sont importants. Alors évidemment, et j'en finirai là-dessus, on défend une ligne idéologique. Faire un journal ou faire de la radio, c'est défendre une ligne idéologique. Et par les temps qui courent, c'est important de se fixer une ligne rouge et d'en pas dévier. À l'époque, quand on a défini la ligne idéologique, on s'est dit ça sur ces points-là, on ne transigera pas. La première chose, le b.a.-ba, on s'est dit il faut savoir désigner notre ennemi. Et il y a eu une polémique à l'époque, pour les plus anciens, ils s'en souviennent, avec un essayiste qui s'appelait Guillaume Faye. Guillaume Faye disait on a un ennemi, un adversaire. Notre ennemi, c'est l'islam, notre adversaire, c'est le mondialisme. Et nous, on a pris le contre-pied. On dit non. On est tous d'accord que personne n'aime l'islam, et que la seule réponse à lui apporter, c'est Charles Martel. Mais pour autant, notre ennemi, c'est le mondialisme. Parce que je suis désolé, c'est pas l'islam qui les fait venir en France, c'est pas l'islam qui prône l'idéologie du métissage. Quand j'allume ma télé, c'est pas un imam que je vois prêcher, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est pas l'islam qui, sur un coup de bourse, arrase l'économie d'une région entière pour laisser que la désolation et la misère derrière. C'est pas l'islam qui fait que nos enfants aujourd'hui, ils sont peut-être pas foutus de citer deux noms de roi de France, mais ils connaissent tous les flics de New York. Vous voyez, c'est la grande entreprise de décérébration, c'est ça, c'est le mondialisme, c'est-à-dire cette tentative de créer un gouvernement mondial aux mains des banques et des trusts, et de faire disparaître tout ce qui entrave la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Et derrière le mondialisme, un messianisme multimillénaire, c'est le soubassement de la pensée mondialiste, ça faut le comprendre, qui dit la chose suivante, en gros, le Messie ne reviendra sur Terre que lorsque on aura une paix universelle. Et pour qu'il y ait une paix universelle, il faut faire disparaître tous les facteurs qui sont censés troubler la paix universelle. Donc les facteurs, c'est quoi? C'est les frontières des nations, les peuples, les cultures, les identités, c'est-à-dire tout ce que nous sommes nous, quoi. D'accord? Et nous faire disparaître, apparemment, eux, ça les gêne pas, parce que dans le Talmud, c'est marqué, nous, on est de la semence de bétail, contrairement à eux, qui sont des étincelles de la divinité, quoi. Donc voilà, si on n'a pas compris ça, la clé de la politique mondiale, c'est celle-là, quoi. Si on ne sait pas désigner un ennemi, on ne fait pas de politique, d'accord? Ceux qui ont lu Carl Schmitt ou le professeur Julien Freund dans l'essence de la politique, c'est le b.a.-ba. On désigne son ennemi, et si d'ailleurs vous ne le désignez pas, c'est lui qui va vous désigner comme tel. Ce en quoi il ne gêne pas, d'accord? Donc ça, pour nous, c'est clair, on n'a qu'un seul ennemi, irréductible, c'est le mondialisme. Et ensuite, il y a des points sur lesquels on s'est dit on ne transigera jamais. D'abord, la question identitaire.
Et pour nous, la question identitaire, nous on ne se casse pas derrière notre doigt. Hein. Quand on parle d'identité, nous, d'abord, pour nous l'identité, elle est d'abord ethnique et raciale. J'ai pas de mépris pour les autres races. La race blanche a peut-être pas toutes les qualités, mais elle en a une quand même, c'est que c'est la mienne. Et la question, pour ceux qui n'auraient pas compris, la question aujourd'hui, elle est raciale et démographique. Ce qui avait fait dire une fois à un copain qui était directeur de cabinet de Le Pen, il me disait, finalement, si on réfléchit bien, le plombier polonais qui fait 6 gosses à une concierge portugaise, il a fait plus pour le bienfait de l'Europe tous les discours de Jean-Marie Le Pen. C'est pas con. C'est pas con. Voilà. Donc l'identité, la défense de l'identité raciale, la défense de l'identité culturelle. D'ailleurs, je viens de lire un livre que je vous conseille sur le sujet qui m'a marqué, qui s'appelle « La diversité en Amérique ». Un professeur qui s'appelle Jared Taylor, le président d'American Renaissance. C'est vraiment un excellent bouquin. C'est ce qui nous attend dans 20 ans. Il décrit la société américaine aujourd'hui. Et il nous dit, et il dit des choses intéressantes, il en dit 3. La première, il dit, faut pas croire que c'est la communauté de lumière qui a anéanti la communauté blanche aux États-Unis. Certes, la communauté de lumière, ils ont été dans tous les mouvements d'émancipation des Noirs, etc. Certes, mais les premiers à avoir instillé les idées de la déségrégation, etc., du mélange, c'est 2 blancs. Le premier, un bouquin qui est sorti en 1943 qui s'appelle Le dilemme américain. Le type, il s'appelle Gunnar Myrdal. C'est un gros bouquin de sociologie de 1000 pages, 25 éditions successives, et qui a planté le décor qui est toujours le même aujourd'hui. Dans son bouquin, il dit, en clair, si demain on voit les Noirs de manière égalitaire, la société demain, ça ira mieux. D'accord? Et la dernière édition, je crois que c'était en 62, dit de toute façon, dans 10 ans, il n'y aura plus de loi pour protéger, il n'y aura plus de loi sur la ségrégation. En fin de compte, ça a mis 3 ans, parce que c'est Johnson en 65 qui les a pliés. Et il disait en 92, il dit ça en 62, il dit en 92, le problème racial aux États-Unis n'existera pas plus qu'un problème entre les catholiques et les protestants. Ah, déjà, ils étaient dans l'illusion. Mais c'est un sociologue américain d'origine suédoise, Gunnar Myrdal, il faut retenir son nom. Et puis le deuxième, en 53, un autre professeur d'université qui s'appelle Gordon Allport, qui lui écrit un bouquin qui s'appelle La nature du préjudice. Et dedans, il a une théorie, ça s'appelle la théorie du contact. Et c'est ce qu'on vit exactement chez nous. Il dit qu'il faut mettre nos enfants le plus tôt possible dans des écoles mixtes, c'est-à-dire mélangées à toutes les races. Comme ça, ils ne sont pas habitués à vivre dans des sociétés blanches, etc. Ils sont habitués à se mélanger, etc. Il faut même interdire aux parents de foutre les enfants dans des écoles privées, etc., blanches, etc. Il faut les mélanger dès le départ. Donc vous voyez, il y a tout un terreau culturel, idéologique, qui a travaillé la société américaine, même pendant la période encore de ségrégation, quoi. Et le coup de bistouri final, c'est 65, quoi. Vous allez voir qu'une loi peut défaire un peuple. Ça s'appelle le Hartz-Ellerat. Le Hartz-Ellerat, c'était une loi qui ouvrait l'immigration aux non-européens. Jusqu'en 23-24, la société américaine, elle était protégée par une loi qui interdisait, en gros, l'arrivée d'autres races que des gens blancs. Et était plutôt même encouragé l'immigration nordique, germanique, etc. Bon. En 65, le Hartz-Ellerat met un coup de bistouri dans cette affaire, et ils se disent, maintenant on ouvre à toutes les races, mais on estime qu'il n'y en aura pas plus de 10% de races étrangères qui viendront aux États-Unis. 10%. Résultat, évidemment, ils sont complètement plantés. Résultat, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est le seul pays qui a un taux de développement démographique similaire à un pays en voie de développement. 3 millions par an. Et sur les 3 millions d'habitants supplémentaires aux États-Unis par an, 70% sont des non-blancs. Il y a déjà 15 États aujourd'hui où les blancs sont minoritaires. Et ils pensent que la bascule, c'est 2042. 2022, 2042, dans 20 ans, c'est plié. Et les blancs sont contents, ils ne se défendent pas, ils sont heureux, ils sont antiracistes, donc ils pensent bien, ils sont dans le camp du bien, dans le camp du beau, voilà. Et ils n'ont pas compris ce qui va leur tomber sur la tête. 20 ans à l'échelle de l'histoire, c'est que dalle. Vous voyez, une loi comme ça, alors évidemment, c'est pas les Noirs aujourd'hui qui envahissent les États-Unis. Aujourd'hui, c'est les Latinos, à tel point que dans certains États, ils demandent à ce que la langue maintenant, ce soit l'espagnol et plus l'anglais. Il y en a même qui réclament ce qu'on appelle l'Aztlán, c'est-à-dire un grand Mexique ethnique, c'est-à-dire qu'ils réclament 40% du territoire américain d'aujourd'hui, parce qu'ils estiment que c'est l'ancien Mexique. Donc ils veulent créer une grande nation avec le Mexique et l'Aztlán, etc. Donc ils en sont là, quoi. Ils en sont là, quoi. Donc, est-ce qu'en France, dans certains départements, dans 20 ans, on n'en sera pas dans des situations un peu similaires? Ça va très vite, la question est démographique. Donc si on ne mène pas un combat identitaire, si on ne mène pas ce combat, dire stop à l'immigration, la remigration et même la dénaturalisation des Français de papier, on est cuit, quoi. Alors évidemment, personne ne le dira dans qu'une campagne électorale parce que tout le monde aura peur, mais c'est le b.a.-ba, quoi. Si on ne fait pas ça, c'est même pas la peine, quoi. Donc la question identitaire.
on est attaché à REA, on ne l'a jamais caché, à la notion d'Europe impériale. L'Europe impériale, ça ne veut pas dire impérialiste, ça veut dire que on estime que de Dublin à Vladivostok ou de Malaga à Reykjavik, on est un peuple on est des peuples, nous sommes des peuples de 800 millions d'hommes qui ont des intérêts communs demain contre la Chine, des intérêts communs contre l'américano-sionisme, etc. Et qu'on peut faire un bloc tout en maintenant évidemment nos identités nationales, nos identités régionales, provinciales, etc. Mais on a des intérêts communs. D'abord qui s'appuient sur deux choses. D'abord, on est tous issus d'un même substrat commun indo-européen. On est tous issus du même rameau racial indo-européen, qu'on soit slave, latin, germain, celte, nordique. Voilà, c'est un même sang qui coule dans nos veines. Et puis, sur tout ça vient se greffer, évidemment qu'on soit catholique ou pas, mais on ne peut pas le nier, l'empreinte du catholicisme. D'accord? À des degrés divers, quoi. Je ne parle pas de la pratique, je ne parle pas de ça, mais la culture. Je suis désolé, que ce soit quand on va dans la campagne française, a priori, c'est des églises, c'est des chapelles, c'est des abbayes qu'on rencontre. C'est pas des mosquées ou des synagogues ou des temples, c'est pas le Grand Orient, quoi. D'accord? Mais vous allez en Autriche, vous allez en Italie, vous allez en Espagne, ceux qui ont voyagé un peu en Europe, on voit bien qu'on est tous un petit peu dans le même scénario. Donc voilà, on est attaché à ça. Et puis de toute façon, il faut se le dire, si on ne sort pas, alors ça nous mène évidemment à un combat contre l'Union européenne. Aujourd'hui, celui qui ne fait pas le Frexit, il peut remballer. Zemmour ou Madame Le Pen, d'abord Madame Le Pen dit que si elle ne fait pas le Frexit, il y a 70% de son programme, elle ne peut pas l'appliquer. Elle l'a dit, et écrit. Donc, et malgré tout, elle ne sort pas de l'Europe. Donc elle doit être a priori la seule candidate qui veut faire de la politique pour ne pas incarner son programme. Mais c'est un autre débat. Et donc, s'ils continuent d'ailleurs à avoir ce discours, parce qu'ils vont se heurter à la réalité, quoi. Leur discours, que ce soit elle ou Zemmour, ils finiront dans rire et chanson, quoi, tellement c'est peu crédible, quoi. Je vais vous donner 2-3 exemples ces derniers temps. Monsieur Salvini, c'était la grande terreur, c'était soi-disant le grand leader italien. Est-ce que vous savez que sous Monsieur Salvini, l'immigration a été plus importante que sous aucun ministre de l'Intérieur en Italie? Pourquoi? Parce que M. Salvini, peut-être que devant les caméras, il a arrêté 3-4 barcasses d'Érythréens, ça fait super, ça fait viril, sauf que l'Italie, elle est envahie par quelque chose qu'on appelle le regroupement familial. Et le regroupement familial, c'est une directive européenne qui nous l'impose. On ne peut pas s'y opposer. Donc si on ne sort pas de l'Union européenne, on peut remballer, quoi. Vous avez vu ces temps-ci, il y a eu 2-3 affaires. Il y en a une en Angleterre, que je rappelle aussi, parce que ça aussi, du temps de David Cameron, juste avant, un peu avant, quelques années avant le Brexit, David Cameron, c'était un Premier ministre conservateur. David Cameron, il disait, et il avait la majorité absolue au Parlement, il disait, je vais essayer de ne pas prendre les immigrés qui arrivent chez moi pendant 6 mois d'un point de vue médical. Donc, je ne les soignerai pas pendant 6 mois. Donc ça ne va pas faire un appel d'air. Bon, l'Union européenne, elle a sifflé la fin de la récréation, il a remballé, quoi. Et pourtant, il avait la majorité absolue qui le suivait au Parlement, quoi. Donc, ouais. Autre chose, ces temps-ci, vous avez vu qu'il y a un terroriste algérien qui avait participé à des entreprises chez nous en France, de terrorisme. La France a voulu l'expulser. Il a saisi avec son avocat la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé que si on le renvoyait en Algérie, eh bien, la police algérienne le tricoterait un peu, quoi. Bon, résultat, il reste là, quoi. On n'expulse personne. On a eu le cas ces jours-ci aussi avec un proxénète roumain qui faisait travailler des gamines sur le trottoir en France. Pareil, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on voulait l'expulser. Il reste là parce que la police roumaine le menace aussi, quoi. Donc voilà, on n'expulse personne, on n'a pas les mains libres. Pareil pour la directive des travailleurs détachés, je ne sais pas si vous regardez ça. Demain, une entreprise polonaise qui viendrait travailler dans une entreprise en France, Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour lui dirait « Non, nous on n'applique pas la directive ». Mais qu'est-ce que va faire l'entreprise polonaise? Elle va saisir la Cour de justice de l'Europe, et comme le droit européen prime sur le droit national, voilà, alors on n'applique pas, peut-être qu'ils n'appliqueront pas, j'y crois pas un instant, il va falloir payer, il faudra payer. Donc si on ne sort pas, on n'a pas les mains libres. Alors c'est pas un combat qui est forcément très ludique, très bandant, mais tant qu'on n'a pas les manettes, on fait rien. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Autre chose sur laquelle on est attaché, évidemment, c'est la notion d'enracinement contre nomadisme. Je vois le portrait de Maurice Barrès, le chant de l'enracinement. Qu'est-ce que l'enracinement? Qu'est-ce que la patrie? La terre et les morts. Voilà, ça c'est un grand écrivain. Et contre, évidemment, qui s'oppose à angle droit, évidemment, à des notions comme la société fluide. Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins, les essais d'un auteur qui n'est pas gaulois, qui s'appelle Zygmunt Bauman. Il y a toute cette notion de société liquide, la société fluide. Voilà, donc le combat de l'enracinement contre le nomadisme.
évidemment l'anticapitalisme. L'anticapitalisme parce qu'on considère que c'est une économie de captation, hein, et qu'à la place du capitalisme, j'ai vu Adrien, tu as fait un papier là-dessus, ou dans le prochain REA qui va sortir, tu l'as dit, plutôt l'organisation d'une économie corporative. Je crois que nos amis Doctorum à Versailles, ils ont fait venir Travers il n'y a pas longtemps, qui a dû peut-être vous renseigner un peu sur le sujet, ou qui a écrit un ouvrage intéressant sur le sujet. Hein, donc demain, une économie corporative, ça veut dire évidemment un État stratège, ça veut dire mettre en place du protectionnisme, la nationalisation évidemment de secteurs stratégiques comme l'eau, l'électricité, et puis évidemment l'abolition de la loi du 3 janvier 73, dont plus personne ne parle. Hein. Vous savez ce que c'est que la loi du 3 janvier 73, c'est-à-dire qu'avant, la France empruntait à la Banque de France à taux zéro, hein, pour créer des autoroutes, des écoles, etc. Et puis M. Pompidou, hein, qui était un fondé de pouvoir de la Banque Rothschild, comme les M. Macron, décidé, non, maintenant on va emprunter de l'argent, et c'est obligatoire, sur les marchés privés. Sauf que autant la Banque de France c'était à taux zéro, autant sur les marchés privés, bah c'est taux intérêt, hein. Il faut rembourser des intérêts. Les intérêts, c'est quasiment 50 milliards par an, quoi. Donc quand vous regardez la courbe de l'endettement en France, hein, depuis 1973, c'est le remboursement des intérêts, quoi. Donc voilà, maintenant l'économie c'est devenu une économie de captation, et une économie de la dette, et on rembourse la dette comment? Bah ça ne peut finir que sur un scénario extrême comme la Grèce. À moins qu'on raye la dette d'un coup, mais c'est pas gagné. Pour ça, il faut un leader qu'on a dans le pantalon. Pour l'instant, ça se précipite pas. Et puis, il y a des notions qui nous étaient, sur lesquelles on a voulu continuer aussi à travailler, évidemment, l'écologie. Écologie, évidemment, je vois toujours aussi, parce que c'est judicieux d'avoir mis, il n'y a pas Carrel, peut-être il y a Alexis Carrel. Hein, il y a des livres intéressants qu'il faut que vous lisiez, évidemment, L'homme c'est inconnu, la réflexion sur la conduite de la vie, ou même des livres du grand éthologue Konrad Lorenz. Hein, en clair, on s'est construit un monde qui est plus vivable, hein, qui est plus dimensionné au monde humain, quoi. On fout en l'air notre patrimoine naturel au fur et à mesure, on est en train de détruire tous nos sites, etc. Et on est en train de nous détruire nous-mêmes, ben, derrière tout ça. Donc voilà, il y a toute une réflexion. Évidemment, on travaille aussi sur la dimension du sacré, sur les libertés, etc. Donc évidemment, notre modèle, c'est pas de partir maintenant vers le crédit social chinois, vers le transhumanisme, etc. Voilà des thèmes qu'on aborde et sur lesquels on ne transige pas. Bon, évidemment, les thèmes de société, les problèmes sociétaux, la lutte contre les lobbies LGBT, etc., et leurs prétentions, etc. Voilà. Donc nous, c'est pas qu'on est contre l'homosexualité, mais on est pour la famille traditionnelle. Ça nous convient. Terminé, quoi. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, les enfants, c'est un homme, une femme. C'est pas deux femmes ou deux hommes. Là, c'est pas une famille, quoi. C'est un assemblage ou un attelage, mais c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. Voilà, quoi. En gros, voilà la ligne de REA. Ça fait plus d'1 heure que je parle, ça fait peut-être un peu long. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je ne vous ai pas trop pris le chou, pas trop pris la tête. J'ai voulu le faire de manière un peu décontractée, parce que je suis un militant d'ailleurs, je ne suis pas un professeur d'université. J'aime bien déconner. Ceux qui me lisent dans les REA, voilà. Ceux qui m'écoutent à MZ savent que j'aime bien rire. Après tout, on est des Gaulois. Il faut casser cette image de méchant. Moi, je dors pas avec un couteau à la ceinture ou des grenades sous l'oreiller. J'aime bien rigoler, j'aime bien casser la croûte, j'aime bien boire un coup avec mes copains. Ça ne m'empêche pas d'être sérieux dans le militantisme. Voilà, il y a un temps pour tout. Mais voilà, on prend la vie du bon côté. Ça ne veut pas dire la prendre par-dessus la jambe. Voilà, il faut rester positif et il faut rester voilà, ce qu'on est nous-mêmes, quoi. On n'est pas forcément des gens méchants, on est des Gaulois plutôt sympas. Il ne faut pas venir nous faire chier, mais on est plutôt des gens sympas, quoi. Voilà. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de questions taboues. Oui. Vous êtes pas embêté comme Rivarol là pour la diffusion par la poste et pour la TVA là? Non. Non. Je suis pas astreint à ça et pour l'instant, je touche du bois. On n'a pas eu d'ennui judiciaire. Il n'y a qu'une fois où on a eu un courrier du bâtonnier de Paris, Maître Charrière-Bournazel, qui était accessoirement l'avocat de la LICRA. Donc là, on s'est dit, ça va sentir le roussi pour nous. Et il nous a demandé un droit de réponse suite à une attaque que lui avait adressée dans nos colonnes Maître Éric Delcroix.
Je ne sais pas si vous connaissez Maître Éric Delcroix. Éric Delcroix, évidemment, qui a été notre grand avocat spécialiste des questions liberticides sur la loi Pleven, etc., la loi Guesso, qui a été l'avocat de Brignot, Jean-Marie Le Pen, de Forisson, exactement. Donc voilà, quoi. C'est la seule fois où on a eu un rappel à l'ordre, une demande plutôt de droit de réponse. Voilà. D'autres questions? Ouais, j'ai une question. Tu disais que Jean-Marie Le Pen s'est pas intéressé au journalisme. Il a pas essayé de lancer un journal, et pourtant, tu as cité National Hebdo. Il y avait des grandes plumes. D'ailleurs, Averissen a dit que c'est en disant National Hebdo qu'il s'est converti au nationalisme, alors qu'il venait du trotskisme. Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté au bout d'un moment? Pas de lecteur. Difficultés financières non ponctionnées par le front. Terminé. Jean-Marie Le Pen, si tu veux, à l'époque, il y avait des choses qui l'emmerdaient dans National Hebdo, parce que c'était un journal qui était un peu porté à bout de bras par le front, mais c'était pas le journal du front. Le seul journal du front, c'était la lettre de Jean-Marie Le Pen. Donc c'était une lettre qui était bien faite, hein, en couleur, que recevaient les adhérents, les militants. Mais National Hebdo, c'était encore la ligne à part. D'ailleurs, dans National Hebdo, il y avait toujours des éditoriaux de Brignot, où Brignot, il parlait du révisionnisme, il parlait de choses comme ça, qui ne sont pas dans la ligne du front. Donc c'est des choses qui gênaient, quoi, qui pouvaient gêner dans l'appareil, quoi. Donc quand le journal a perdu des lecteurs, qu'il a eu des difficultés financières, Le Pen ne s'est pas accroché pour le faire vivre. Ce qui est dommage. C'est la scission, en fait, hein, qui l'a... C'est vrai aussi, mais si vous vous souvenez de l'histoire, il y avait déjà eu plusieurs repreneurs, hein, plusieurs journaux, enfin plusieurs rédacteurs en chef qui étaient venus. Le dernier, c'est Martin Pelletier, hein, qui écrit maintenant, c'est pas un secret, hein, il pourra nous le dire, Jonas, qui écrit dans Rivarol, Monsieur Hannibal, voilà, quoi, qui est une plume remarquable, hein, il sait faire. Bon, il a travaillé dans la presse quotidienne, avec un certain Monsieur Zemmour, d'ailleurs, qui l'a vu commencer. Et d'ailleurs, dans le prochain REA, on l'a interviewé justement sur Zemmour, parce qu'il a écrit un livre sur lui qui s'appelle À poil Zemmour, où il raconte un peu son parcours, etc. Zemmour qu'on a interviewé, hein, dans REA il y a une quinzaine d'années. Alors moi je ne l'ai pas vu, hein, c'est pas moi qui ai fait l'interview, c'est Gilliette Le Fautif. À l'époque il était chroniqueur. Il savait parfaitement ce qu'on défendait comme ligne, qui on était, ça ne l'a pas effrayé. Wilsdorf, tu me rappelais l'anecdote tout à l'heure à la radio, et on voulait l'inviter une fois, il nous dit ouais je veux bien mais il faut me fournir une gonzesse. Donc vous voyez les frasques matrimoniales de M. Zemmour, dont on n'a rien à foutre d'ailleurs, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, bon c'est un queutard, hein. Bon c'est comme ça, hein. C'est pas un problème, hein. C'est son problème. Maintenant c'est vrai que quand on fait de la politique et qu'on s'expose au niveau auquel il prétend, ah, c'est fini, hein, la gaufriole. Là, il faut être irréprochable, quoi. On sait qu'on n'est pas paradisé en permanence, qu'ils sont toujours là, qui vont, vous voyez, le moindre antifa qui vous insulte, il lui fait un doigt d'honneur. Bon, je le comprends, mais il faut être rodé à la politique, hein. Il y a des moments, faut garder son calme, hein, et ça, faut pouvoir le faire, hein. Hein. Jean-Marie Le Pen, il y a des moments aussi, hein. Moi, je l'ai vu à Mantes-la-Jolie, voilà, toi, rouquin, pédé, je vais te faire courir. Je l'ai encore entendu cette semaine, alors ça me fait marrer, quoi. Je vais te faire courir, ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Bon, ça me fait marrer, quoi. Mais voilà, quand on est présidentiable, on vit dans un monde de communication, d'image, de paraître, hein, ça compte beaucoup. Donc, tu peux être sûr qu'un truc comme ça, c'est monté en épingle par les journalistes. Et voilà, quoi. Donc il faut avoir les épaules pour le faire et être toujours au top. Ouais, il faut faire gaffe, quoi. Il y a des pièges en politique, il y a des pièges, hein. Le premier piège en politique, c'est Le Pen qui me l'a dit, c'est les nanas, quoi. Hein, tu dors à l'hôtel un soir, tu arrives dans ta chambre, il y a quelqu'un dans ton pucier, il suffit que tu aies un paparazzi qui est là, ça y est, tu passes dans Closer, dans machin, voilà, là, il prône le modèle familial, etc. Et puis lui, voilà, mais c'est ça, hein, la politique, c'est que des croche-pattes, hein, et à ce niveau-là, vous pouvez être sûr qu'en plus des gens de notre mouvance, entre guillemets, il n'y a pas de cadeau, quoi, hein, il n'y a pas de cadeau, ils vont chercher, voilà, et tout le monde a des zones d'ombre, et c'est facile à gratter, c'est facile à trouver, quoi. Hein. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il faut avoir le caractère pour le faire, quoi. C'est pas facile, ça. Ça, c'est pas facile. D'autres questions ? J'en ai une autre. Est-ce que tu pourrais apporter une réponse à la question que tu as posée à Le Pen quand tu lui as demandé est-ce que vous avez jamais voulu le pouvoir ? Lui, il m'a dit de toute façon, la question ne se posait pas, on n'a jamais dépassé les 18%. Moi, je pense qu'il n'en a jamais voulu. Je pense qu'il s'est contenté
il s'est contenté de vivre confortablement aux alentours de 18%, avec des mandats d'élus, conseillers régionaux, députés français, députés européens, etc. Et ça lui suffisait. Je pense qu'il n'avait pas envie d'aller plus loin. Il a créé un accès de fixation à 18%. C'est quand même quelqu'un d'intelligent, Jean-Marie Le Pen. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Quand on veut prendre le pouvoir, il y a des choses, dans le cadre d'une république et d'une démocratie comme la France, voilà, quand il dit du rafour crématoire, ça nous fait marrer, c'est sympa, ça nous fait marrer, bon d'accord, tout ce que tu veux, sauf que tu sais que très bien qu'un truc comme ça, dans la 5e République, dans un environnement à liquide amniotique, choatique permanent, ça pue, et que tu vas le payer très cher. Et je peux te dire qu'il y a des moments, quand on était en campagne électorale, il y a des moments où on montait en flèche, les gens venaient nous parler, ils voyaient bien qui on était, on discutait avec eux, ils voyaient bien que voilà, on était des Français comme eux, on était inquiets pour l'avenir du pays, l'avenir de nos enfants, etc. Et tu reviens le samedi matin sur le marché pour leur parler, ouais, vous avez jeté le masque encore là, hein, ça y est, vous rêvez des bruits de bottes, c'est reparti, enfin, et là tout retombe à zéro et t'as tout recommencé, quoi. Donc moi je veux bien tout, mais à un moment donné, je me pose des questions. Alors, c'est une réponse, c'est mon sentiment à moi. Maintenant, je lui reconnais quelque chose, c'est qu'il nous a sorti du caniveau. La droite nationale en France, elle n'existait plus. Hein, c'était même pas 1%, quoi. Voilà, quoi. Ils sont deux à avoir fait le boulot, en gros, hein, pendant des décennies. Hein. Il y a lui et lui, hein, d'accord, sur un autre registre. Voilà. Mais il nous a sorti du caniveau. Voilà. Mais par les conneries qu'il a sorties, les imprudences qu'il a faites, il savait très bien que ça lui jouerait des tours, qu'on pourrait pas, ça nous coincerait et qu'il y aurait un plafond de verre. Alors sa fille, est-ce que la dédiabolisation c'est utile? Ça c'est une vraie question. Est-ce que la dédiabolisation c'est bien? Est-ce que quand on joue la carte démocratique c'est utile ou pas? Peut-être jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des fondamentaux. La politique c'est aussi rendre acceptable ce qui est nécessaire. Hein, il y a des choses qui sont nécessaires en politique, il y a des choses qu'il faut dire, quoi. Bon, l'intérêt de Zemmour, bon, j'aime pas Zemmour, vous l'avez compris, je voterai pas pour lui, je pense que, bon, voilà, ça nous emmènerait loin. D'ailleurs, il y a des gens que j'arrive pas à comprendre dans notre mouvance, des gens qui étaient là à ses obsèques, des gens qui étaient là un an après pour lui rendre hommage, qui ont écrit des articles, qui ont sorti des petits bouquins sur lui, etc., et qui aujourd'hui vont faire la campagne de Zemmour. Là, je vois pas la ligne idéologique, je la comprends pas bien, quoi, parce que comme sioniste, Pierre Sidos s'en faisait un peu mieux quand même, hein, sur le sujet. Bon, voilà, Zemmour il fait péter des frontières idéologiques que personne ne pouvait faire. Voilà, mais ça va s'arrêter là, quoi. Il aurait dû s'arrêter là, il aurait dû continuer à être un polémiste. Bon, on va voir ce que ça va donner, j'en sais rien, mais en attendant, voilà, quand on veut prendre le pouvoir, il y a des règles. Et la dédiabolisation, est-ce qu'à un moment donné, quand on dit plus rien comme Marine Le Pen, c'est encore utile de faire de la politique? Moi je veux bien, mais Marine Le Pen aujourd'hui, entre 2 tweets sur ses chats, je vois pas ce qu'elle raconte d'intéressant, quoi. Est-ce que demain, si elle arrive au pouvoir, elle va sauver le monde blanc? J'en suis pas persuadé, quoi. Ils sont tous assimilationnistes, la remigration, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui j'aille voir Marine en lui disant ça serait peut-être bien qu'on ressorte le stock d'affiches de l'époque, quand ils arriveront, ils partiront, je suis pas sûr qu'elle accepte qu'on les colle, tu vois, hein. Ça tellement, on veut tellement en faire qu'à un moment donné, on dit plus rien, et que finalement, entre toi et le système, il n'y a plus grand-chose, on dit plus rien, quoi. On dit plus rien. Or, il faut dire des choses, quoi, même si ça déplaît, quoi. Alors attention, je sais bien que moi je peux me le permettre, je ne me présente pas aux élections, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais il y a des sujets, quand on va dans l'arène électorale, les questions un peu comme le professeur, moelleux. Là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on fait des voix, quoi. Ça intéresse personne, entre guillemets, ça intéresse que très peu de monde, même si c'est une question qui est cardinale et peut-être la clé de voûte du système. Mais on peut pas, voilà, faut pas jouer avec ça, parce que sinon on est cramé, quoi. Et c'est malheureusement ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, quand les gens aujourd'hui, on parle de lui, de quoi, qu'est-ce qu'on va retenir de sa carrière médiatique? Le détail, qui lui fout dans la gueule en permanence, du rafour crématoire, voilà, quoi. C'est dommage, parce qu'il méritait mieux. Il méritait mieux. Tu parles du fait qu'il n'a pas voulu gagner ou être machin, sauf que dans, je sais pas si tu regardes un peu ses vidéos, Ouais. qui fait une fois par semaine,
Il a répondu, je crois, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines encore sur ce sujet-là. Ouais. Il dit tout à fait le contraire. Il Ah, dit bah, que lui, il serait vu à la tête. Oui, il se serait vu, ouais, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Il Seulement le- pour prendre le pouvoir, il y a des techniques. Alors, bien sûr, il fait des Voilà. erreurs, mais quand même, il ne renie pas. À son grand âge, il pourrait dire ouvertement j'étais bien à 18%, comme je dis. Ça, je veux bien, je comprends ce que j'y ai pensé moi aussi pendant longtemps. Ouais. Mais lui, il affirme. Moi, je lui ai posé la question une fois, on était dans un truc, des mecs qui étaient virés du front, qui avaient encore un truc dans 77, il l'avait reçu. Je lui ai posé la question. Moi, il m'a dit si, moi, le pouvoir. Il peut dire ce qu'il veut. J'y allais pour gagner. Ouais, bah, J'y allais pas pour perdre. Oui, mais il peut dire ce qu'il veut. Après, moi j'ai lu d'autres entretiens, il dit de toute façon c'était pas possible parce que on n'avait pas d'implantation dans la haute administration française, on n'avait pas d'implantation dans le milieu patronaux, les milieux économiques, on n'avait pas d'implantation dans l'armée. Vous voyez, c'est des techniques. Hein. L'appareil d'État, si tu ne noyautes pas, et si tu fais pas l'effort de le noyauter, ou si tu mets pas en place les outils pour le noyauter, tu fais rien. Tiens, une anecdote, que ça m'avait marqué. Un jour, dans une unité du FNJ, il y avait peut-être que vous l'aviez, un député européen du Front qui s'appelait Yvan Blot. Blot, c'était un spécialiste de la fiscalité, de la démocratie locale, participative, etc., du référendum, etc. Il nous dit un jour, quand j'étais encore au RPR, alors pour les plus jeunes, le RPR, c'est les Républicains d'aujourd'hui, il nous dit, il a fait une conférence du temps où Juppé était ministre de l'économie à Bercy, sur la fiscalité devant les grands bonzes de Bercy, les grands pontes là, qui sont là, les grands technocrates, les gens de la technostructure, etc. Il leur fait un truc sur les points de fiscalité, voilà, bon, il fait son truc. Et en repartant, il prend l'ascenseur avec Juppé, puis un des mecs qui était dans la salle, et Juppé ministre, hein, il dit au mec, dans tout ce qu'a dit Monsieur Blot, là, on va peut-être pouvoir reprendre 2-3 idées. Le mec qui regarde Juppé, il dit non, il n'en est pas question. Et qui dirige dans ce pays, quoi? C'est la technostructure. Même le ministre, devant des grands bons comme ça, il ferme sa gueule, parce que lui, le ministre, il est là pour 2 ans. L'autre, il est là, c'est son boulot, il est là tous les jours, là. Depuis 10 ans, 15 ans, d'accord? Donc voilà, si la technostructure, à un moment donné, même dans un État nationaliste, demain, il ne faut pas croire qu'ils vont tous nous manger dans la main, hein. Demain, peut-être que si tu as le pouvoir en France, il faudra peut-être que tu lui mettes le 1143 pour lui dire, c'est pas toi qui décide, c'est moi maintenant le patron, quoi. Voilà. Ça aussi, hein, c'est des trucs auxquels il faut penser. L'État français, il est phagocyté par des gens qui ont un mode de pensée, des énarques, HEC, les grandes écoles, etc., Polytech, etc. Voilà. Et c'est eux qui phagocytent l'État. Ils s'auto-reproduisent entre eux. Et c'est la même façon de penser, c'est la même façon de gérer. On ne sort pas du schéma de l'Union européenne, on ne sort pas du schéma de l'économie libérale de marché. Voilà. Et on n'en sort pas, quoi. Et donc, c'est les ministres, ils dirigent en apparence, quoi. C'est des chefs de service, mais ça ne va pas plus loin. Le boulot, c'est la technostructure. Donc ça aussi, c'est un truc, à un moment donné, il faut y penser, quoi. Si on n'est pas implanté à ces hauts niveaux-là, ça va être compliqué aussi demain pour faire appliquer ta politique, quoi, ce que tu as envie de faire, quoi. Ça aussi, c'est un frein. Ouais, qu'il y a du boulot, quoi. C'est pour ça qu'il y a certains de nos jeunes, c'est là où on est sur l'équilibre. Il faut les pousser à faire des grandes études et les réussir. Il faut tout, hein, pour faire un mouvement nationaliste. Il faut les pousser à faire des grandes études qui rentrent dans les grands corps d'État, tout en gardant leur pureté doctrinale. Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'à partir d'un moment où tu rentres dans un grand corps d'État et tu touches 8000 balles par mois, il faut avoir la foi, hein, pour être encore un militant nationaliste révolutionnaire, quoi. D'accord? Là, tu es passé de l'autre côté, hein, tu es rentré dans le système, hein, tu as les faveurs du système, tu as toutes les facilités du système, etc. Hein. Tout le monde te mange dans la main. Donc, on est toujours sur un équilibre, mais on n'a pas le choix. Il faut que des jeunes de chez nous acceptent de faire des grandes études, aillent le plus loin possible, etc. Mais il faut tout pour faire un militant nationaliste, quoi. À un moment donné, le grand mythe, c'était l'armée, quoi. Il fallait tous aller dans l'armée et faire des écoles d'officiers. On se rend compte que l'armée, bon, bien sûr qu'il en faut, mais c'est pas l'armée qui va nous sauver, quoi. Pour ceux qui ont été dans l'armée quelques années, qui les ont vus... Même dans les troupes d'élite, il y a des gars qui pensent bien, mais de là à dire demain, à 6h00, du cirage sur la figure, le béret rouge vissé sur la tête, on rentre dans la cour de l'Elysée, ouais, c'est bien. Combien on est? Qui va basculer? Ça m'a toujours marqué. Une fois, je discutais, j'étais à un moment donné, j'étais très pote avec Roger Hollande, et puis il gueulait toujours contre les mecs qui appelaient à la révolution armée. Il dit, mais tout ça, c'est des conneries, quoi. Il dit, voilà, moi, en Algérie, à un moment donné, j'avais un fichier de 600 noms. J'avais l'armement, j'avais tout. Les mecs, ils allaient se faire virer d'une nation qu'ils avaient construite, ils allaient se faire virer de leur terre natale, ils allaient laisser la tombe de leurs parents et de leurs grands-parents, quoi. Quand je leur ai demandé, on prend les armes, on y va, c'est pour ce soir, sur les 600, j'en avais 6. Bah, tu peux te jurer que demain, en métropole, si tu faisais un appel aux armes avec du matos et tout, ça sera pas mieux. Parce que le jour où il faudra y aller,
Ce soir-là, il y en a un qui aura mal aux pieds, il aura sa belle-mère à manger, l'autre il aura piscine, enfin ouais, ça va être ça, hein. C'est l'écrémage naturel. Donc il faut faire attention. La voie armée, j'y crois pas. La voie électorale, c'est fait pour faire de la propagande, mais dire qu'on va y arriver par la voie électorale, j'y crois pas. Le seul truc, c'est la préparation en amont des idées, hein, faire basculer les gens de paradigme, hein, changer le paradigme dans les têtes. Moi, je crois plus à quelque chose comme le 13 mai 58, c'est-à-dire le peuple qui, à un moment donné, voilà, une révolte des Gilets jaunes, mais avec une orientation politique claire. Le seul problème, c'est qu'en France, on a besoin les Français, c'est comme ça, ils ont besoin d'incarner, ils ont besoin de s'incarner dans un sauveur potentiel. Le sauveur potentiel, aujourd'hui, dans la classe politique, il n'y en a pas, quoi. En 58, il y avait De Gaulle. Bon, là, je viens de dire un gros mot, parce que je le déteste, mais De Gaulle, bon, ça me donne envie de vomir. Mais voilà, c'était encore un homme qui avait une stature internationale, qui faisait partie de l'histoire. On l'aime ou on l'aime pas, vous avez compris que je l'aime pas. Bon, mais il y avait De Gaulle. Aujourd'hui, si on bouscule les institutions, qui? Tiens, qui? Mais qui? J'ai pas fait exprès. Vous voyez, qui? Allez, on est quand même... là, il y a du boulot, hein. On est dans une impasse. Ou alors, on fait comme Bims, hein, un des théoriciens du clan, hein, aux États-Unis, qui disait... réseau anonyme, hein, chacun monte sa résistance en réseau, mais on en reste là, quoi. Mais à un moment donné, si on fait de la politique, c'est pour arriver au pouvoir, sinon on n'incarne rien. Parce que dire qu'on va incarner une alter-société, ouais, moi je veux bien me retirer dans ma base autonome, voilà, manger des poireaux bio, des patates bio, devant la cheminée soir avec des copains, parler de Julius Evola, si vous voulez. Mais pendant ce temps-là, mes gamins, dans 30 ans, ils vivent dans une société qui n'est plus la nôtre, quoi. On vit dans un autre monde. Ah, voilà. Donc il y a encore du boulot à faire, hein. Il y a du boulot, quoi. Il y en a pour tout le monde. Quel que soit ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, il faut vous donner un objectif tous les jours. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça pour la cause. Si petit, grand, etc., il faut toujours, tous les jours, il faut faire un petit quelque chose. Si possible, hein, voilà. Ou même grand, bien sûr. Mais il y a du travail, donc il y a du combat métapolitique, à condition qu'il y ait une finalité politique derrière. C'est bien l'impasse de la nouvelle droite, hein. La nouvelle droite, le Grèce, aujourd'hui, il balance des idées en l'air, mais il balance, il n'y a pas grand-chose qui retombe, parce qu'il ne veut pas le faire de politique derrière. Or, Gramsci... c'est là les discussions que j'ai eues avec des copains. Le gramscisme, c'est vachement bien, j'adhère, sauf que Gramsci faisait de la politique pour que ce soit le Parti communiste italien qui récupère la donne derrière. Aujourd'hui, à partir du moment où on mouline des idées, on mouline, mais pour l'instant, on est un peu comme un hamster dans sa cage, quoi. On mouline, mais on n'avance pas, quoi. Le truc, on s'essouffle, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a rien qui reprend les idées derrière, quoi. Donc on a tout un travail métapo à faire, on a tout un travail de faire changer aux gens leur paradigme intellectuel, politique, etc. Et puis, il faut qu'on travaille à monter des structures politiques. Alors, l'ère des grands fureurs qui alignent tout le monde derrière, pour l'instant, j'y crois pas, surtout pas en France, etc. Mais voilà, il faut toujours être prêt, il faut monter des réseaux, il faut bosser, quoi. Et pour l'instant, on en est dans une phase de recomposition. On repart de zéro, quoi. C'est pas parce qu'on fait 30% dans les sondages que nos idées sont incarnées, quoi. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas grand-chose en fin de compte, hein. Donc les réseaux, ils sont là, vous connaissez, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, hein, pour travailler, hein. Des journaux, des tracts, on milite, on descend dans la rue quand c'est nécessaire, il faut bosser, il faut faire avancer la cause au fur et à mesure, hein, faut se donner des objectifs qui sont atteignables, hein. Moi aussi, hein, je rêve d'un grand soir, voilà. Et pour l'instant, le grand soir, il ne vient pas. Et il ne vient pas parce qu'on n'a pas les structures pour le faire, on n'a pas les hommes pour le faire, on n'est pas assez nombreux. Donc notre boulot, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être un centre de diffusion quotidien, quoi. Tout le temps, parler aux gens, échanger, tiens, je te donne un truc, tiens, achète ça, découvre ça, etc. Ça, c'est important, il ne faut jamais s'arrêter, quoi. La révolution permanente, quoi, hein. Les gauchistes, ils connaissent ça bien, hein, depuis 68, tous les jours, la révolution permanente. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait la révolution permanente en France, c'est les gauchistes qui l'ont initialisé, mais les meilleurs aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'idéologie libérale libertaire, hein. C'est les gens qui ont le pognon qui font la révolution. Aujourd'hui, c'est pas les gauchistes qui nous imposent le mariage gay et tout ça, quoi. C'est le pognon, quoi. Aujourd'hui, c'est des communautés qui ont du fric. Voilà, on segmente la population par catégorie professionnelle, par catégorie sexuelle, par catégorie de pensée, etc. Voilà. Et chaque catégorie, bah voilà, est un marché. C'est comme ça qu'est segmenté le capitalisme aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il y a du travail pour tout le monde. Il faut monter des réseaux, des communautés militantes, des réseaux d'amitié. Ça, c'est important, l'amitié. Le militantisme, c'est une chose, mais il faut avoir plaisir à se retrouver en dehors des activités militantes. De temps en temps, faire du sport entre vous, même si c'est aussi faire par certains côtés du militantisme, faire du sport ensemble. Faire du sport, aller boire un coup, casser la croûte, voilà, partir en vacances si vous avez des avis. Voilà, c'est ça, le b.a.-ba, le socle du nationalisme, c'est l'amitié. Hein, ici, de temps en temps, il y a eu Yvan a monté des soirées d'amitié nationalistes, hein, sous l'emblème de Barès. Voilà, c'est important. Donc, monter des réseaux de travail.
Voilà, planter des clous, planter des trucs partout, on verra bien comment ça retombe. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'on veut, mais notre boulot, c'est de toufler, c'est d'entretenir les braises, de souffler dessus pour que ça s'enflamme. Il y a quand même des avancées dans la société, hein, quand même, aujourd'hui. Hein. Certes, il y a 67% des cons qui sont pour la vaccination obligatoire. Mais en même temps, il y en a quasiment les 2 tiers des Français qui trouvent que maintenant, il y a trop d'immigrés en France, quoi. Donc, il y a quand même... il y a un terreau qui n'existait pas il y a quelques années. Il y a un terreau qui est là quand même maintenant. Hein. Donc il faut souffler, il faut travailler, il ne faut pas se décourager. Et les soirs de grand découragement, je vous dis, rattachez-vous à des figures héroïques qui n'ont jamais dételé. Lui, il n'a jamais dételé. Malgré tous les emmerdements de sa vie, malgré les attentats, les attaques, les périodes de traversée du désert, il n'a jamais plié. Tout à l'heure, je vous parlais de Laios Marton. Voilà. J'en ai rencontré un cet été, j'étais en vacances dans le Var, j'ai rencontré un des 800 types qui a sauté sur Dien Bien Phu alors qu'il n'était pas parachutiste. Le mec était volontaire pour y aller, il savait que c'était fini, que c'était cuit. C'était son premier saut en parachute de nuit sur les Viettes, quoi. C'était un feu d'artifice, quoi. Il savait probablement il n'en reviendrait pas. Il en est revenu miraculeusement. Mais des mecs comme ça, c'est des monuments, quoi. Petit anonyme, petit Gaulois anonyme, quoi. Bah, je pense que c'est des gens comme ça qu'il faut se raccrocher. Les soirs de doute, les soirs de machin, dire putain, eux, nous on mène pas encore le même combat que eux, ils y sont allés, ils n'ont pas triché dans leur engagement, ils n'ont pas reculé, ils ont été jusqu'au bout. Et nous c'est pareil, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Voilà. Ah, une petite dernière question, allez, puis après on boit un coup. Parce que ça commence comme ça en France, on commence toujours par boire un coup, puis on finit par boire un coup. Non, pas d'autres questions ? Non, c'est bon pour tout le monde. Bah écoutez, merci à vous. Et puis, on lâche rien. Hein. On lâche rien. Il s'engage, il donne sa personne, il rend service, il se fait beaucoup d'amis. Aux dernières nouvelles, on ne sait pas s'il est en guerre en pèlerinage, à la tête d'une armée d'analphabètes et d'anciens voyous. On dit de lui et de ses camarades qu'ils sont prêts